Bonjour tout le monde. Rita Lemoine, je vais vous accompagner cette journée de l'ISIL. Nous sommes contents de vous avoir avec nous après un an d'absence. Et merci d'avoir voulu être là avec les masques et on passe entre les gouttes pour cette journée. Donc, je voulais vous accueillir au nom du président de l'Association des anciens de l'ISIL, Henri Fromein, et Catherine Peters, la secrétaire générale avec qui j'ai préparé cette journée. Et merci à tous les intervenants qui vont passer ce matin et cet après-midi. Nous avons ce matin avec nous, pour présider cette matinée, l'introduire et donc contextualiser pourquoi on a choisi de parler de la RSE, Christine Esseri-Croca, qui est directrice communication et stratégie RSE chez Sodial depuis 2021, mais qui était arrivée en 2014 chez Sodial et elle a fait toute sa carrière dans l'agroalimentaire. C'est à toi et je te laisserai le soin d'accueillir Monsieur Jouzel, qui est notre invité spécial aujourd'hui. Entendu. Et alors moi, je crois que j'ai le droit d'enlever le masque, donc je le prends, si vous en êtes d'accord. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très honorée en fait de présider cette matinée et de partager ce moment ensemble. Comme tu l'as dit, Rita, en fait, donc je suis Christine Esseri-Croca. J'ai la chance en fait de travailler pour la coopérative Sodial depuis 7 ans. J'ai vécu 7 ans auparavant sur du marketing chez Sodial, sur la partie fromage. Et puis, depuis janvier, j'ai la communication et la RSE, et c'est un sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Et je voulais simplement dire aussi que dans la coopérative, en fait, ce sont nos patrons qui sont... nos éleveurs qui sont les patrons, et que depuis peu, en fait, avec l'ouverture au capital, je suis aussi une actionnaire ou une adhérente à la coopérative, et ça change beaucoup de choses pour nous tous, collaborateurs. Alors, pourquoi sommes-nous réunis ce matin ? Alors, nul doute, parce que nous sommes là collectivement pour faire bouger les lignes pour une filière laitière française durable. La nécessité de concilier la production alimentaire aux transitions écologiques est indispensable. Nous vivons une accélération de prise de conscience face à l'urgence des enjeux environnementaux et sociétaux. L'actualité de ces dernières semaines a été à la fois riche et déconcertante, vous en conviendrez, à l'issue de la COP26. Mais elle a eu au moins le mérite d'ouvrir des débats et de sensibiliser toutes les parties prenantes. Une des dernières études, et vous l'avez vu passer dans les Échos, passe au crible l'alimentation sous le regard de l'écologie. Je pense que vous l'avez regardé. Et cette étude mondiale pointe du doigt les grands producteurs de viande et de produits laitiers. Et je cite, « Ils pourraient devenir les plus grands pollueurs climatiques de la planète à horizon 2050, alors par les gaz digestifs des bovins, la déforestation, le transport. Relever ces défis donc s'impose à nous. Il convient de faire évoluer en fait les pratiques agricoles et l'ensemble de la chaîne alimentaire. Nous devons inciter le passage à l'action de l'ensemble de notre écosystème et valoriser les initiatives pour réduire notre impact. Alors, j'ai choisi 5 mots que je souhaiterais vous partager, qui prennent tout leur sens aujourd'hui. Le premier mot, en fait, c'est responsabilité. Responsabilité, c'est celle d'agir et de faire savoir de manière sincère et authentique. Le deuxième mot est celui de la transition, ce qui signifie un mouvement progressif avec un cap commun. Et la question, bien entendu, que l'on se pose est celle de qui va financer cette transition dans une filière laitière aux marges si fines. Donc je répète bien, c'est qui va financer cette transition. Ça, c'est vraiment un sujet qui est vraiment important pour nous. Troisième mot, celui de l'ouverture. C'est un dialogue permanent avec nos parties prenantes qui doit nous conduire à nous rendre meilleurs. Quatrième mot, engagement. C'est un cap clair pour tous. Et le cinquième mot, alors là, je vais citer un proverbe que vous connaissez certainement, c'est « Seul on va plus vite et ensemble on va plus loin ».
notre intelligence collective dans la situation est clé. Alors pourquoi s'engager ? On pourrait dire parce que réduire notre impact est incontournable, tout en maintenant la performance de nos organisations. Parce que anticiper, ce n'est pas subir. Vous l'avez vu, on a une accélération de la réglementation. Je vais parler d'AGEC, de taxonomie. Enfin, on a tout un lot, on va dire, de réglementations qui vont s'imposer à nous. Mais finalement, la question de pourquoi s'engager ne se pose pas vraiment. Le mouvement est lancé. Nous avons 2 enjeux majeurs dans nos organisations. Il y en a plein d'autres, mais bien sûr, j'en retiens 2 là, pour l'instant. Celui de l'embarquement de l'amont comme de l'aval, éleveurs, collaborateurs, consommateurs, mais aussi pouvoir public. Vous le savez, une équipe engagée n'est plus une équipe à convaincre. Elle porte avec conviction la transformation. Et nous avons aussi un enjeu d'attractivité, celle du métier d'éleveur. Je pense que tout le monde connaît les chiffres et dans 10 ans, on aura un vrai sujet de renouvellement de génération. Celle du métier, l'attractivité du métier de fromager, par exemple, où en fait c'est une compétence particulière. Celle de la maintenance, on sait que dans nos usines, on manque de main-d'œuvre, mais il y a aussi le sujet de l'attractivité des jeunes talents pour venir dans nos industries laitières. Et prendre acte de ces enjeux, c'est déjà faire preuve de responsabilité pour l'avenir de la filière. Alors à présent, je souhaite vous parler de Sodial, la coopérative Sodial. Nous sommes la première coopérative laitière française, on représente 20% de la collecte française. On est présent dans 73 départements, environ 70 sites de transformation, on commercialise en France et à l'international le lait et les produits laitiers de nos 17 700 éleveurs répartis sur le territoire, donc, et nos 10 000 collaborateurs, mais coopérateurs aussi, unis en coopérative. Et aujourd'hui, alors je ne sais pas si vous avez vu la presse ce matin ou les échos, en fait j'ai le plaisir de vous annoncer officiellement que le retour de Yoplait chez Sodial est officiel. Et je rappelle que Yoplait en fait, est une marque qui a été créée en 1965 par les éleveurs, comme Candia quelques années plus tard. Donc on est très heureux de ce retour. Être unis en coopérative signifie que les éleveurs, je le disais en préambule, sont nos patrons. Ils prennent les grandes décisions au sein des instances de gouvernance, que sont le conseil d'administration et le bureau. Et ça, c'est une véritable différence par rapport à d'autres organisations. Et ça, pour nous, c'est une force. La force de notre coopérative est son échelle, sa présence sur le territoire ou les territoires, nos expérimentations, nos initiatives qui contribuent à faire évoluer les pratiques de la filière laitière. Alors, être au rendez-vous de notre mission sociétale est un des 4 piliers stratégiques de la coopérative. Et ce pilier repose sur une démarche en 3 volets. Le premier volet est celui de l'élevage, ensuite le deuxième volet est celui des produits, et le troisième volet, les communautés. Chaque volet dispose de critères et d'indicateurs de suivi qui sont audités, bien entendu. Alors oui, il y a aujourd'hui une fonction chez Sodial qui est, on va dire, centrale RSE, avec une équipe hyper engagée, mais il y a aussi et surtout dans les métiers la fonction RSE qui est développée. Et comme vous le savez, la RSE doit être aujourd'hui dans toutes les fonctions, et ça c'est un véritable changement culturel que nous devons accompagner. Nous travaillons tous au service du bien commun et sommes fiers d'appartenir à cette agriculture française qui mérite de retrouver une place de choix dans la société. Éleveurs et coopérateurs, nous faisons évoluer nos pratiques pour diminuer notre impact et garantir à nos consommateurs des produits laitiers français de qualité. Chez Sodial, nous sommes convaincus que l'agriculture, mais également nos sites de transformation, peuvent apporter des solutions pour répondre aux enjeux de transition agricole et alimentaire. Mais, il y a un mais, en fait, c'est qu'il n'y aura pas une solution, mais des solutions qui passeront par des expérimentations des pilotes ces prochains mois et années. Car en fait, chaque ferme, comme chaque site de transformation, a sa particularité, que ce soit son positionnement géographique, son histoire, ses outils. Alors, il y a différentes initiatives qui sont menées chez nous, l'installation et l'accompagnement de plus de 200 jeunes agriculteurs par an, des diagnostics bien-être animal, des nouveaux matériaux recyclables pour nos lignes de conditionnement. Les dispositifs sont nombreux et nous aurons l'occasion d'y revenir tout à l'heure. En travaillant sur la protection du paysage et de la biodiversité, le stockage du carbone, la réduction de la consommation d'énergie, la préservation de la qualité de l'eau, le développement de nouveaux emballages, la santé et la sécurité des salariés, la parité femmes-hommes, la diversité. En fait, la RSE, c'est hyper riche et c'est ça qui est passionnant. Nous contribuons chaque jour à restaurer ou maintenir des écosystèmes essentiels pour nous tous.
Je voulais vous citer un exemple d'une initiative que nous avons menée en 2021. C'est celle d'une grande consultation auprès de nos parties prenantes, parce que pour nous, c'était important d'être à l'écoute et d'être dans le dialogue. Et dès le premier trimestre 2021, nous avons choisi d'engager une phase de consultation, tout d'abord sur des petits ateliers, donc 17 ateliers qui ont réuni éleveurs, collaborateurs et consommateurs. 17 ateliers qui ont été réalisés aux 4 coins de France. Puis en mai, nous avons lancé une grande consultation en ligne incluant éleveurs, collaborateurs, consommateurs, également un 4e collège qui était clients, associations et ONG. Nous avons recueilli plus de 100 000 contributions auprès d'environ 6 000 participants qui ont apporté une voix ou leur voix pour imaginer la filière laitière française de demain. J'ai envie de partager avec vous les 4 enseignements de cette grande consultation et vous verrez, en fait, je pense qu'il n'y a pas de grande surprise, mais ça permet en fait de révéler en fait les points d'attention sur la filière laitière. Le premier sujet, il est clair que c'est le partage de la valeur et la rémunération. Ça, c'est vraiment le premier enseignement. C'est présent tout au long de la consultation. C'est abordé par l'ensemble des cibles comme étant fondamentales. Quand je dis cibles, c'est les collèges qui ont été bien sûr questionnés et exprimé avec beaucoup de force par les éleveurs. C'est un vrai sujet pour nous aujourd'hui. Le deuxième enseignement, c'est les valeurs et principes du modèle coopératif sont plébiscités, en interne comme en externe. Et une partie des éleveurs souhaite aller plus loin avec la modernisation de la gouvernance. Le troisième point, c'est qu'on remarque que l'environnement fait partie des principaux sujets. Alors bien sûr, la rémunération était avant tout, parce que tant qu'on ne résout pas la rémunération, l'environnement passe en second, notamment pour les éleveurs, mais ça reste un sujet important. Donc c'est un sujet qui est plébiscité et pose des questions sur l'engagement de Sodial aujourd'hui, demain et pour le futur. Et puis le 4e enseignement, bien sûr, c'est le rapport au consommateur qui prend une place de choix dans le socle des opinions partagées. Transparence, communication et qualité des produits sont des sujets fondamentaux pour l'ensemble des 4 collèges. Alors, je me réjouis à présent de lancer cette matinée qui sera consacrée à poser le contexte à la fois climatique et sociétal. Nous allons commencer avec M. Jean Jouzel, qui nous fait le plaisir d'être là, qui est paléoclimatologue, membre de l'Académie des sciences et qui va nous apporter son éclairage entre changement climatique et agriculture. Puis nous passerons la parole à Noël Paolo, directrice des études du CNIEL, et Véronique Pardo, directrice de l'OCHA. Toutes deux nous évoqueront les attentes de la société à l'égard de l'alimentation et de la filière laitière. Je vous souhaite une bonne matinée à tous. Et du coup, Monsieur Jouzel, c'est à vous. Merci beaucoup. Je vais faire comme vous, enlever ça. Donc merci, oui. Merci de m'avoir invité à ouvrir cette journée d'études. Alors, comment ça marche? Oui. Merci de m'avoir invité à ouvrir cette journée d'études. En fait, l'idée, c'est effectivement que, pour une filière comme la vôtre, je pense que c'est intéressant de bien connaître un peu le diagnostic de notre communauté par rapport au réchauffement climatique, ses causes, ses conséquences. Et c'est un peu, effectivement, de cela dont je vais vous parler, évidemment, avec un regard aussi un peu plus particulier sur le secteur de l'agriculture. Donc voilà, du dernier rapport du GIEC à l'action, avec un point d'interrogation, c'est très clair. Alors le dernier rapport du GIEC, qu'est-ce qu'il nous dit ? Que le réchauffement est une réalité. En fait, les 7 dernières années vont être les 7 années les plus chaudes que nous ayons connues depuis 150 ans. Voilà, donc y compris 2021, même si chez nous, ce n'a pas été une année très chaude, ce sera à l'échelle planétaire une année chaude. Alors, ce n'est pas une surprise, parce que dans ce que nous avons fait collectivement depuis 150 ans, c'est modifier la composition de l'atmosphère, en composés, alors en particulier gaz carbonique, méthane, protoxyde d'azote, qui ont cette propriété d'être à effet de serre, c'est-à-dire tout simplement de piéger une partie du rayonnement solaire une fois qu'il a été réfléchi à la surface de la planète. Donc c'est vrai aussi pour la vapeur d'eau, c'est le premier gaz à effet de serre, mais nous n'en changeons pas les quantités directement dans l'atmosphère. À l'inverse, ce sont nos activités qui font qu'on a maintenant pratiquement 45% de plus de CO2 qu'il y a 200 ans, plus que doublé en méthane, plus de 20% en protoxyde d'azote. Donc ça, ce sont les chiffres pour 2019, vous voyez les concentrations.
On connaît bien l'origine de ces gaz à effet de serre, hein, par secteur d'activité, par pays, voilà, y compris par tête d'habitant. Et je dirais, malgré le cri d'alarme des scientifiques, en gros, depuis les années 70, hein, depuis le rapport Charnay en 79, en gros, eh bien, on dit qu'il faudrait diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Elles n'ont pas arrêté d'augmenter. Voilà, elles ont plus que doublé entre 1970 et 2019. Alors, 2019, 57 milliards de tonnes d'équivalent CO2, donc en fait 37 milliards de tonnes de combustibles fossiles. On ajoute 5 à 6 milliards liés à la déforestation, 1 à 2 milliards à la fabrication du ciment. Donc ça fait à peu près 45 milliards de tonnes de CO2, et puis on ajoute à peu près 10 à 12 milliards d'équivalents CO2 liés à, bien sûr, au méthane, protoxyde d'azote et autres gaz à effet de serre, avec un résultat très clair. En gros, on a augmenté le chauffage d'à peu près 1%. Donc il ne faut pas être surpris, hein. On augmente le chauffage, la température augmente. On peut écouter tous les climato-sceptiques, mais c'est aussi simple que ça, malheureusement. C'est ce qu'on fait depuis 150 ans. Voilà. Donc, bien sûr, donc il y a eu un rapport qui est intéressant pour tous les aspects agricoles. C'est, disons, un rapport spécial du GIEC, hein, sur le changement climatique et les terres émergées, hein, l'utilisation des terres. Donc, quelques chiffres qui peuvent être rappelés. Donc, Donc les émissions de CO2, c'est donc par exemple, si on considère les activités agricoles, donc c'est 23% du total net des émissions à l'échelle planétaire, alors, et forestière, hein, sylviculture, donc y compris la déforestation dans ce cas-là, donc c'est 13% des émissions de CO2, 44% des émissions de méthane et 82% des émissions de protoxyde d'azote. Donc vous voyez ici voilà l'évolution, donc effectivement disons du CO2, hein, donc du méthane, hein, disons qu'avec cette augmentation assez régulière du méthane, et puis également du protoxyde d'azote, hein, au cours des 50 dernières années, ou des 60 dernières années. Donc c'est bien documenté, hein, donc la contribution de l'agriculture. Voilà les variations par rapport à... Donc on voit que ça a plus que doublé pour... disons, c'est des statistiques qui apparaissent aussi dans ce rapport du GIEC, dont on parle, l'utilisation c'est le problème du N2O, évidemment, hein, 82% des émissions sont liées à l'agriculture. Évidemment, disons qu'en gros, l'utilisation d'azote a été multipliée par 9, hein, sur cette période, les rendements céréaliers multipliés par 3, donc voilà, les volume d'eau, et le nombre total de ruminants, lui, a augmenté à peu près de 50%. Donc ce réchauffement, il est là. Ce qui est important, donc en gros, on a augmenté le chauffage d'à peu près 1%. De ce 1% supplémentaire, il n'y a que 1% utilisé par... il n'y a que 1% utilisé par... Donc je ne vais pas essayer de parler là. Il n'y a que 1% utilisé par l'atmosphère. L'essentiel va dans l'océan à 93%. Et là, le diagnostic est très clair. C'est-à-dire que l'élévation du niveau de la mer, elle s'est accélérée, hein, entre 3 et 4 mm chaque année. Et donc la conclusion, c'est lié à la fois au réchauffement de l'océan. Hein, il y a l'expansion thermique. L'océan se réchauffe, il se dilate. Et puis à la fonte des glaces, et depuis à peu près une trentaine d'années, la calotte du Groenland au nord et la calotte glaciaire de l'Antarctique au sud y contribuent. Hein, donc, on a en gros, à travers, disons, cette élévation du niveau de la mer, une double indication du réchauffement climatique, hein, le réchauffement de l'océan et la fonte des glaces. Donc, le réchauffement est, alors, il est certain que c'est la conclusion du rapport du GIEC, il est certain que les activités humaines sont à l'origine de ce réchauffement que nous vivons depuis, disons en particulier depuis le début du XXe siècle. Et en fait, plus que cela, puisque, disons, c'est l'ensemble de ce réchauffement qui peut être attribué aux activités humaines. Donc, voilà. Donc, cette attribution s'appuie non seulement sur la température moyenne, mais c'est la première fois que nous attribuons effectivement des événements extrêmes
aux activités humaines. L'accélération du niveau de la mer est également attribuée aux activités humaines. En fait, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est ce que notre communauté avait anticipé il y a une trentaine d'années dans les rapports successifs du GIEC. Donc ça invite quand même à prendre au sérieux ce que cette même communauté anticipe d'ici 30 ans et au-delà. Donc voilà par exemple un exemple, si on regarde les vagues de chaleur, donc vous voyez toutes les régions en rose. Bon, j'ai souligné pour la Méditerranée et l'Europe de l'Ouest, sont des régions où les vagues de chaleur deviennent soit plus intenses, soit plus fréquentes, non sans conséquences sur l'élevage, hein, bien sûr. Et vous voyez, quand il y a 3 étoiles, c'est pratiquement certain que cela peut être attribué aux activités humaines. Alors, quand on regarde vers l'avenir, donc c'est aussi dans ce rapport du GIEC, bien sûr, si on veut se projeter vers l'avenir, il faut faire des hypothèses sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a différents scénarios, donc 2 scénarios émetteurs, 2 scénarios sobres et un scénario intermédiaire. Je vais vous parler plus du scénario émetteur dans un premier temps, des scénarios émetteurs. Donc le premier point, c'est qu'il y a continuité dans les projections des rapports du GIEC. Donc il y a accélération du réchauffement, mais ça c'était prévu. Il faut surtout pas penser parce que le réchauffement s'accélère que les scientifiques s'étaient trompés. C'est ce qui était prévu. Donc voilà. Donc quand on regarde le précédent rapport du GIEC, par exemple à la fin du siècle, dans le précédent rapport du GIEC, c'était 4,3 degrés le réchauffement à la fin du siècle. Sur les 20 dernières années, c'est 4,4 dans le 6e rapport du GIEC. Donc il y a vraiment continuité. Alors vous me direz pourquoi refaire donc ces simulations? Eh bien, elles sont quand même beaucoup plus détaillées. Et là, disons, ça se traduit par la mise à disposition, et chacun d'entre vous peut aller voir, donc d'un atlas, c'est-à-dire qu'on peut aller voir pour chacun des scénarios, dans chaque région de la planète, comment vont évoluer les variables climatiques, les précipitations à l'échelle saisonnière, les températures dans différentes régions. Donc ces nouvelles simulations, qui sont beaucoup plus détaillées, permettent effectivement de mettre à disposition cet atlas. Donc c'est extrêmement intéressant. Donc un monde à plus 4 degrés, donc évidemment ce n'est pas un monde homogène. Le réchauffement est moins important sur les continents, plus important sur moins important sur l'océan, plus important sur les continents, et en fait beaucoup plus important sur les hautes latitudes de l'hémisphère nord à peu près. C'est déjà ce qu'on observe, hein, c'est 2 fois plus rapide. Alors, donc maintenant, les conséquences de ce réchauffement climatique. Alors, donc, ce qui a été publié dans ce 6e cycle du rapport du GIEC, c'est le rapport du groupe scientifique. Donc, je vous ai montré quelques résultats. Le rapport sur les conséquences du réchauffement climatique et sur les solutions, seront adoptés en février et mars prochain, et un rapport de synthèse en septembre. Mais je pense que dans la mesure où le réchauffement est tout à fait similaire, à ce qui était envisagé dans l'ancien rapport du GIEC, ça vaut le coup de vous rappeler les conséquences du réchauffement climatique telles qu'elles étaient, envisagées, prévues projetées dans ce 5e rapport du GIEC. Donc voilà, je reprends cette classification que nous avions adoptée. Donc moi j'étais toujours membre du bureau du GIEC, je n'y suis plus actuellement. C'est ma collègue Valérie Masson-Delmotte. Voilà, donc 5 catégories, vous voyez. Donc, je vais surtout parler dans un premier temps du scénario émetteur. Donc, les niveaux de risque indétectables à très élevés. Donc, il n'y a pas de surprise si, dans le cas d'un scénario émetteur, quelle que soit la conséquence vers laquelle vous vous tournez, le risque est très élevé. Donc, de quoi s'agit-il? L'acidification de l'océan. En fait, l'océan, donc, il y a 45 milliards de tonnes de CO2, il y a à peu près une dizaine de milliards absorbés par la végétation, 10 milliards par l'océan. Bon, mais ça dépend de l'océan, puisque l'océan s'acidifie, il est déjà 30% plus acide qu'il n'était au début du siècle dernier. Et dans le cas d'un scénario émetteur, son acidité aurait doublé à la fin du siècle, par rapport au début du XXe. Donc avec des conséquences, alors surtout ce qui se forme de calcite, de calcaire. Donc déjà les récifs coralliens, donc ils risquent d'être mis à mal dès au-delà de 2 degrés. Mais il y a aussi toutes les ressources halieutiques qui seraient affectées par une acidification importante. Voilà, des extrêmes climatiques, donc j'en reparlerai. Voilà, ils vont s'intensifier, c'est très clair, que ce soit les sécheresses, les inondations, les pluies torrentielles, les canicules.
l'intensité des cyclones, des phénomènes irréversibles, en particulier au niveau de la mer, et puis des conséquences sur la nature qui nous entoure, hein, la biodiversité, les écosystèmes, sur également la pollution, les problèmes de santé et d'environnement, sur les populations. Donc voilà les problèmes bien sûr de migration, de ressources en eau, de sécurité alimentaire, de sécurité au sens sécuritaire du terme. Et en fait, ce constat très, très clair que si on prend ces conséquences non pas une par une, mais dans leur ensemble, eh bien, c'est vraiment un risque d'accroissement des inégalités, hein, donc qui est au rendez-vous malheureusement, y compris dans les pays développés, y compris par exemple à travers des mesures qui peuvent être proposées pour lutter contre le réchauffement climatique. L'augmentation de la taxe carbone telle qu'elle était envisagée il y a 3 ans aurait affecté, donc elle n'a pas été mise en œuvre, hein, aurait affecté 3 fois plus en termes relatifs les bas revenus que les hauts revenus. Donc c'est très important de noter. Ça a été, même si les chiffres n'étaient pas là, ça a été perçu dans les territoires justement, et cet sentiment d'injustice que les bas revenus seraient plus affectés. Donc voilà, donc c'est bon. Voilà, sur les vagues de chaleur par exemple, eh bien voilà, donc on voit bien donc un événement qui survenait une fois par an, eh bien on est déjà pratiquement on a déjà près de 3 fois plus dans le monde actuel, et puis voilà, à plus de degrés, eh bien ça doublerait encore en fréquence, en intensité. Les pluies torrentielles, c'est un peu pareil, donc des augmentations importantes. Bon, on a déjà 30% de plus, ça serait 50% de plus à 1,5 degré, pratiquement 70%, doublé, plus que doublé disons à plus 4 degrés. J'espère qu'on n'ira pas là, mais même 2 degrés, vous voyez, il y aura plus de pluies torrentielles que celles qu'on a eues actuellement, et ça a quand même des conséquences importantes. Des conséquences sur la santé, hein, donc voilà, par exemple, actuellement, il y a en moyenne chaque année, peut-être un peu plus cette l'année dernière d'ailleurs, à peu près un Européen sur 20 qui fait face à un événement climatique extrême, et ce serait à plus 3 degrés, 2 Européens sur 3, hein, donc chaque année en moyenne. Voilà, 30 à 40% multiplié, enfin, le nombre de décès multiplié par 30, voire 30 ou 40 dans certaines régions, en particulier à cause des vagues de chaleur. Et on voit bien que ces vagues de chaleur, c'est pas du tout, on se tourne à notre population, mais bien sûr, bon, moi qui suis fils, frère de paysan, bon, voilà, quand vous allez à la campagne, on voit bien que le bétail, c'est comme nous, hein, disons, l'été, s'il est dehors, il cherche l'ombre, hein, c'est très clair. Donc les vagues de chaleur leur sont aussi très difficiles, hein, donc on le voit bien. Donc des problèmes d'élévation du niveau de la mer, je vais aller assez vite, mais voilà, c'est des élévations que, disons, alors d'abord à l'échelle en bleu, c'est l'échelle d'ici la fin du siècle, jusqu'à 1 mètre dans le scénario émetteur, mais le problème c'est l'inertie, c'est-à-dire qu'on décide aujourd'hui du niveau de la mer à échéance du siècle prochain et de quelques siècles, voire de millénaires. Donc notre action d'aujourd'hui est très importante. Vous voyez, donc dans un scénario émetteur jusqu'à la fin du siècle, eh bien, on pourrait être entre 3 et 7 mètres d'ici à 2300, même, et puis, disons, sur 2000 ans, eh bien, atteindre jusqu'à une vingtaine de mètres. Dans le cas d'un scénario émetteur, j'espère qu'on l'évitera, évidemment. Ça montre l'intérêt. Si on s'est limité à 1,5 degré ou 2 degrés, l'élévation du niveau de la mer serait limitée, mais elle sera quand même importante de toute façon. Alors on peut me dire, ça sert à quoi de parler de ce qui se passera dans 500-600 ans? Eh bien, c'est parce qu'on en décide au cours des 3 prochaines décennies. Donc c'est ça qui est important. Voilà, les précipitations, bien là aussi c'est important pour bien sûr l'agriculture au sens large, l'élevage bien sûr. Moins de précipitations en été dans certaines régions, tout le pourtour méditerranéen, plus en hiver, des ressources en eau qui seraient affectées de façon très importante. Ne pas oublier qu'avec l'évaporation, même dans les régions où les précipitations augmentent, il y aura moins d'eau disponible, disons, à la surface, disons, par exemple, je pense que je vous montre ici, même dans le nord de la France, hein, dans le nord de la France, eh bien, si on prend le bassin Seine-Normandie, les précipitations augmenteront l'hiver, elles diminueront l'été un peu, mais le fait qu'il y aura plus d'évaporation fait que le débit des fleuves et des rivières, donc l'eau en surface, diminuera de façon notable, 10, 20, 30, 40%, hein, même dans les régions où il y a plus de précipitations.
Donc c'est important de bien noter ça. L'évaporation est quelque chose d'extrêmement important. Voilà, donc, et bien sûr, les débits d'étiage seraient, ça ce sont les valeurs moyennes annuelles, les débits d'étiage seraient évidemment encore plus affectés. Donc, voilà, donc peut-être un regard sur l'agriculture. Donc, un regard sur l'agriculture. Voilà, donc rappeler que ça n'a pas, voilà un peu ce qui a été rappelé au niveau planétaire, hein, disons bien, le CO2, c'est disons une partie de l'ordre de 10%, et ensuite ça se répartit en termes de contribution à l'augmentation de l'effet de serre, voilà donc à peu près de façon, disons, de façon à peu près équivalente entre le N2O, hein, donc le protoxyde d'azote, et le méthane. Donc l'évolution au niveau, ça je pense que c'est au niveau français hein, dans ce cas-là. Donc vous voyez l'élevage, donc vous avez ici l'élevage, les cultures, donc leur évolution, donc en fait c'est en millions de tonnes, donc c'est pour la France, hein, donc la France a à peu près 400 millions de tonnes d'équivalent CO2 chaque année au total. Donc vous voyez un peu moins de 100 liés au total, donc vous avez les cultures, donc ouais, je peux peut-être utiliser ça. Ouais, non, ça va pas. Bon. Donc vous avez en bas les cultures, ensuite l'élevage c'est l'intermédiaire, et puis donc tout ce qui concerne les CO2 d'origine liée à la motorisation en gros. Donc l'évolution des gaz à effet de serre de l'élevage, donc on voit bien qu'il y a un parallèle entre ces émissions. Donc ce sont des chiffres disponibles pour la France, hein, que certainement vous connaissez. Donc bien sûr, on voit bien que l'évolution du nombre du nombre de bovins, de porcins, joue directement sur les évolutions dans ce cas-là du méthane. Hein. Donc ça, c'est en fonction de l'effectif des bovins. Donc on voit bien ce parallélisme. Alors, bon, les relations ne se limitent pas, bien sûr, au GES. Hein, donc il y a quand même des conséquences, bien sûr. C'est un des aspects. Donc, comme beaucoup de secteurs d'activité, en fait, l'agriculture, l'élevage est concerné, est concerné à la fois par, sa contribution au réchauffement climatique, mais aussi à la fois les causes, les conséquences et les solutions. Il y a aussi, je le redirai, des opportunités. Hein, donc il y a aussi, bien sûr, des conséquences du réchauffement climatique auxquelles l'agriculture fait face. Et bien sûr, c'est aussi un outil de réduction des émissions. Hein, donc on va parler du stockage du carbone, et en particulier du rôle joué par les prairies. Voilà, donc avec par exemple le projet 4 pour 1000, c'est difficile à mettre en œuvre, mais en tout cas il y a ces opportunités. Bon, bien sûr, moi j'étais la semaine dernière à Méthanelantique, donc sur la méthanisation, hein, par exemple. On voit bien que ça se développe, alors moins qu'en Allemagne, mais disons, bon, il y a beaucoup de discussions sur la méthanisation, hein, mais enfin, moi j'étais à l'inauguration d'une unité de méthanisation dans ma commune natale, à Janzé, en Ille-et-Vilaine, il y a quelques mois. Et la semaine dernière, j'ai parlé beaucoup de méthanisation. Voilà, donc il y a bien sûr ces volets aussi, ces opportunités. Il y a aussi, bien sûr, ces territoires, évidemment, sont aussi indispensables si on veut développer le renouvelable. C'est très clair. On voit bien, donc on peut parler de co-usage, hein, pour ceux qui ont lu le rapport de RTE. Donc voilà, il y a tout cela qui est à prendre en compte. Alors, du point de vue, je ne vais pas être trop long, mais donc du point de vue des conséquences du réchauffement climatique, je vous ai surtout parlé des conséquences quand on ne fait rien, avec un réchauffement, disons, non maîtrisé. On voit bien qu'elles sont très importantes, mais donc on peut en conclure que ne rien faire n'est pas une solution, et ça on le sait depuis le début. Hein, donc la Convention climat, leur premier rapport du GIEC, c'est en 88. La Convention climat, c'est en 92. Et au départ, eh bien, c'est cette idée que
c'est cette idée, au départ, c'est cette idée que, eh bien, il faudrait diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Bon, malgré cela, elles ont augmenté, mais c'était bien l'objectif. Donc, cette convention climat se réunit tous les ans. La première COP, donc conférence des parties, c'est à Berlin en 95, et dès en 97, c'est le protocole de Kyoto. En fait, il y a 3 étapes importantes dans ces conférences climat, donc 3 accords, hein, Kyoto, Copenhague et Paris. Alors, Kyoto, il est relativement bien dimensionné, malheureusement. Parmi les causes d'échec de Kyoto, au moins, puisque ce qu'on constate, c'est que les émissions continuent à augmenter, hein, malgré le souhait qu'elles diminuent. Eh bien, c'est par exemple l'élection de George Bush. Hein, pendant 8 ans, les États-Unis ne ratifient pas le protocole de Kyoto. C'est le fait que les émissions de la Chine ont plus que doublé dans les années 2000. Hein, donc pratiquement pas loin de tripler dans les années 2000. Copenhague, c'est aussi un échec, c'est-à-dire donc Copenhague, c'était l'idée de prolonger le protocole de Kyoto. Donc, le protocole de Kyoto, c'était 2008-2012, Copenhague, c'est 2013-2020. Et en fait, sur cette deuxième phase du protocole de Kyoto, eh bien, il n'y a que pratiquement l'Europe qui s'est engagée, qui a tenu ses engagements en termes de diminution des gaz à effet de serre, c'était 20%, mais c'est au détriment aussi, quand même, on le reverra, finalement, d'une désindustrialisation qui effectivement, on importe, disons, on produit moins de CO2 sur les territoires, mais on en importe beaucoup plus. Voilà. Et bien sûr, l'accord de Paris, le 3e accord, avec un changement de, disons, il y a vraiment, disons, les Nations Unies changent leur fusil d'épaule, hein, puisque à Kyoto et à Copenhague, l'idée c'était de fixer des objectifs pour les pays développés, ça ne marche pas. Et donc, on prend l'approche inverse, c'est-à-dire de demander aux pays ce qu'ils pourraient faire pour lutter contre le réchauffement climatique ou s'y adapter. C'est ça l'idée de l'accord de Paris. Avec un autre point important, c'est que, et ça avait déjà été évoqué à Copenhague, mais disons la formalisation, on passe initialement, la Convention climat, c'est simplement de stabiliser l'effet de serre, il n'y a pas d'objectif chiffré, et on passe à un objectif chiffré limité à 2 degrés, voire 1,5 degré par rapport au point industriel. C'est du bon sens, hein, disons, et pourquoi ? Bien, tout simplement parce que, bien, collectivement, c'est de prendre des mesures pour que les jeunes d'aujourd'hui puissent s'adapter, on ne parle pas des générations futures, hein, que les jeunes d'aujourd'hui puissent s'adapter disons, au climat qu'ils connaîtront dans la deuxième partie de ce siècle. C'est tout simplement ça. Donc, en fait, cette adaptation, nous le reverrons, eh bien, elle serait beaucoup plus facile si nous limitions à 1,5 degré qu'à 2 degrés, et elle deviendra certainement très difficile à mesure qu'on s'éloigne des 2 degrés. C'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Donc, disons, avant Glasgow, donc les engagements de l'accord de Paris, donc c'est sur la période 2021-2030, hein, sur cette décennie, eh bien, les engagements de l'accord de Paris nous mettaient sur une trajectoire supérieure à 3 degrés dans la deuxième partie de ce siècle. Donc, une des ambitions un monde à 2 degrés, c'est déjà plus sympathique qu'un monde à 4 degrés. Mais ce qui a été montré il y a eu un rapport 1.5 publié en 2018, et c'est beaucoup mieux de limiter à 1,5 degré qu'à 2 degrés. Donc, il y a, en termes d'événements extrêmes qui seraient moins fréquents, de biodiversité qui serait moins affectée, par exemple, au-delà de 2 degrés, pratiquement tous les récifs coralliens auront été affectés par le blanchiment. Donc, l'élévation du niveau de la mer, la productivité agricole serait plus affectée à 2 degrés qu'à 1,5 degré. Et puis aussi, dans l'océan, le niveau de la mer, évidemment, c'est 10 millions d'habitants, en plus à 2 degrés, qui devraient quitter l'endroit où ils vivent par rapport à 1,5 degré. Donc, en fait, chaque année compte, chaque demi-degré compte, chaque décision compte. C'est bien cela. Et c'est un peu ce qui a été nouveau entre Paris et Glasgow, donc cette COP26. Donc, c'est que, eh bien, on est passé à Paris, on parlait surtout de limitation du réchauffement climatique à 2 degrés, et bien à Glasgow, on ne parle plus qu'à 1,5 degré. Donc,
du point de vue du climatologue, c'est tout à fait justifié. Donc on aurait tout intérêt collectivement à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. C'est très clair. Ça sera difficile, sinon impossible, mais c'est ce qu'il faudrait faire. Et c'est assez intéressant que ce soit l'objectif affiché. Alors malheureusement, on n'en prend pas le chemin, mais c'est quand même l'objectif affiché. Avec cet objectif, il est à peu près compatible avec la neutralité carbone en 2050. Dans l'accord de Paris, il n'y avait pas de... Disons, on parlait de neutralité carbone dans la deuxième partie du XXIe siècle. C'est à partir de ce rapport de 2018 qu'on parle de neutralité carbone en 2050. Et c'est intéressant de voir que 80 pays ont mis sur la table, ont annoncé, ils ont confirmé leur objectif de neutralité carbone en 2050, 2060 pour la Chine, 2070 pour l'Inde, pour l'Arabie saoudite. Alors, ça, c'est dans les textes. Dans la réalité, on en est loin. Évidemment, c'est le problème. Donc, vous voyez, cette neutralité carbone en 2050, eh bien, c'est en gros la trajectoire bleu foncé, c'est une trajectoire 2 degrés, à peu près, vous voyez. Et puis, la trajectoire bleu clair, donc, c'est avec une neutralité carbone, 0 carbone en 2050. Mais on attend aussi, c'est pas simplement 0 émission de CO2, mais aussi diminution des émissions de méthane et de protoxyde d'azote. Donc, ce n'est pas du tout simplement, on doit jouer aussi sur les autres gaz à effet de serre, et sur la pollution. Donc, si on veut, il y a cette nécessité, vous voyez, d'émissions négatives après 2050, si on veut maintenir à 1,5 degré dans le long terme. Donc, tout cela, c'est... Alors, donc peut-être revenir sur... disons sur quelques, plutôt le continuum alimentation-agriculture. D'ailleurs, vous en avez parlé à juste titre. Disons, donc il faut bien voir si on considère la production seule. Donc c'est plutôt 13% à l'échelle planétaire. Donc parce qu'il y a beaucoup de chiffres qui circulent sur l'agriculture. Donc quand on parle d'alimentation, c'est bien sûr plus important. C'est à la fois la production, mais aussi tout le cycle jusqu'à la table. Voilà. Donc là, on parle plutôt de 25 à 30%. Donc voilà, plutôt de 30% des émissions. Alors, il y a des points qui sont importants. Donc le gaspillage alimentaire. Donc voilà, 30% des émissions totales de GES, donc c'est sur l'alimentation. Quelques conséquences, donc oui, j'ai du mal à lire là-bas, donc excusez-moi. Disons la réponse naturelle des terres au changement induit par l'homme. Donc il y a un puits de 30% actuellement de CO2, j'en ai parlé. Donc la persistance de ce puits, disons continental, est incertaine dans un monde plus chaud. Donc il y a l'augmentation des émissions de CO2 en provenance de la végétation due au changement climatique. Voilà, mais à l'inverse, il y a une augmentation liée à la fertilisation, liée y compris à l'augmentation du CO2, est favorable à disons, ça facilite la productivité d'une certaine façon jusqu'à un certain point. Il faut bien sûr que les autres ingrédients soient aussi disponibles. Voilà, puis le dégel projeté du pergélisol. Voilà quelques... Alors, disons, le potentiel technique d'atténuation, puisque c'est ça qui est important, enfin on peut en parler, disons, des activités de culture et d'élevage, c'est entre, disons, 2 et 9, donc on parle de milliards de tonnes d'équivalent CO2. Je rappelle qu'on en est à 57 milliards de tonnes d'équivalent CO2 en 2019, donc pour donner une échelle. Donc, par exemple, les régimes alimentaires, ça peut être assez large, ça dépend ce qu'on fait. Donc, des choses, voilà. Donc, par rapport au régime actuel, au niveau planétaire, vous voyez bien que donc il y a, disons, le potentiel va effectivement donc un régime méditerranéen, disons avec un peu d'attention, ou un régime climate carnivore, c'est-à-dire on utilise un peu moins de viande, donc on peut gagner 3 milliards de tonnes d'équivalent CO2, jusqu'à un régime, si tout le monde était vegan, jusqu'à 7 milliards d'équivalent CO2. C'est un peu théorique tout ça, mais ça donne quand même une échelle. Donc par rapport, il y a 3 aspects sur lesquels
l'élevage, disons peut-être, disons, il y a tout ce qui concerne le gaspillage alimentaire, hein, c'est très clair. Il y a le régime alimentaire et il y a aussi tout au niveau de la production. Bien sûr, il y a aussi disons, ce sont les trois volets sur lesquels l'élevage, ou l'agriculture, mais y compris l'élevage, peut effectivement jouer. Donc, bon, la COP26, voilà, donc, ne nous a pas amené de grandes avancées. Hein, donc, il y a effectivement la confiance dans le diagnostic des scientifiques, hein, ça c'est intéressant. Cette neutralité carbone que j'ai soulignée par 80 pays. Il y a des accords sectoriels, hein, y compris sur le méthane, hein, voilà, de diminution de 30% à horizon 2030. C'est surtout à travers la maîtrise des fuites. Hein. Mais le problème actuellement, avec les projections qui sont faites, eh bien, elles vont repartir à la hausse. On parle d'une augmentation de 14% à horizon 2030, alors qu'il faudrait qu'elle soit divisée par 2. Donc on ne prend clairement pas la route, le chemin d'une limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré, hein, c'est très clair. Donc on est sur une trajectoire un peu en dessous de 3 degrés. Avec les nouveaux engagements, on était un peu en dessus de 3 degrés. Hein. Donc avec les anciens engagements, ils sont tenus. Et ça, on comprend bien que les engagements de l'accord de Paris, c'est jusqu'en 2030. Donc c'est au prix d'hypothèses sur l'après 2030. Donc on voit bien que ces hypothèses peuvent être aussi sujettes à caution. Donc c'est ça qui est important. Et puis, bon, il y a une absence de solidarité Nord-Sud. Hein. Donc les pays du Nord avaient promis 100 milliards de dollars pour aider les pays en voie de développement à lutter contre le réchauffement climatique ou s'y adapter. Mais, disons, ils n'ont pas tenu, disons, collectivement, nous n'avons pas tenu cet engagement. Et la morosité de Glasgow est largement liée au manque de confiance des pays en voie de développement par rapport aux pays développés, et un manque de confiance justifié. Disons, cette promesse, il y a 12 ans que les pays développés ont promis par rapport aux pays en voie de développement cette aide de 100 milliards de dollars chaque année, ne pas y parvenir, alors que ce ne sont pas des sommes énormes au niveau planétaire, et vraiment un peu, disons, extrêmement regrettable, c'est moins qu'on puisse dire. Et donc, ça a acheté vraiment... Il n'y a pas eu de dynamisme, hein, donc pas vraiment, il n'y a pas eu d'effet d'entraînement à Glasgow, et je crois que c'en est une des raisons. On peut toujours accuser l'Inde, la Chine, mais il faut aussi regarder ce que nous faisons, un pays développé par rapport au PIB en voie de développement. Donc c'est, je crois, important. Donc au niveau français, hein, donc voilà, donc je ne vais pas être trop long, mais je vais terminer rapidement. Donc des chiffres que vous connaissez. Donc l'agriculture c'est 19%. Voilà on parle de mix énergétique, d'efficacité, de sobriété. Voilà, il y a donc ces lois, hein, donc la loi climat résilience. Hein, donc moi j'ai eu la chance de participer à la Convention citoyenne au titre du comité de gouvernance. Je continue à penser que les propositions sont extrêmement pertinentes par rapport à la lutte contre le réchauffement climatique. Donc voilà, donc comme vous savez, se loger, se nourrir, se déplacer. Voilà, alors où en est-on en France ? Voilà, donc c'est vrai qu'on peut être fier. Donc voilà, on est passé entre 1995 et 2017. Sur le territoire national, on a diminué, voilà, de 9,2 à 6,9. Mais je dirais malheureusement, quand on tient compte des importations, eh bien, nos émissions ont augmenté. Hein. En réalité, nos émissions augmentent. Donc il ne faut pas... Ça, ce sont des chiffres que vous pouvez aller voir sur le site du ministère. Hein. Ce ne sont pas du tout... Hein. Donc, bon, la stratégie nationale bas carbone, donc évidemment avec une augmentation du puits de carbone, peut-être passer rapidement aux chiffres. Donc quand on regarde disons, le monde agricole, les territoires, donc voilà une diminution de 20% est disons, espérée à horizon 2030 hein, des émissions, et pratiquement division par 2 à horizon 2050. Hein. Donc on ne parle pas évidemment de zéro carbone, zéro équivalent CO2 dans le monde agricole, mais c'est ce qui est affiché. Et puis aussi, le monde agricole est aussi directement concerné, hein, donc une augmentation du puits de carbone de 50%. Hein, ça, c'est la stratégie nationale bas carbone. Hein, ce sont des chiffres du ministère. Voilà, donc... voilà, avec cette diminution voilà, programmée, les projections des émissions. Et là, ce sont justement un peu des projections des émissions de l'agriculture. Hein, donc, dans cette stratégie nationale bas carbone. Donc, vous pouvez aller voir toujours. Donc, vous inquiétez pas, hein, vous pourrez avoir... Enfin, ceux qui veulent là, vous pouvez distribuer
la présentation à qui le souhaite. Voilà un dernier point qui est important pour moi, c'est l'adaptation. C'est très important. Je me suis pas mal intéressé, donc évidemment, donc on peut, il y a ce plan carbone de la production laitière que vous connaissez. Je vais pas, voilà, bien sûr. Il y a un point qui est important, donc des projets comme Climalait, donc c'est pour l'adaptation des élevages. C'est très important. Bien sûr, il faut penser adaptation. On n'échappera pas au réchauffement climatique et l'adaptation, il y a des conséquences, y compris sur les précipitations. Voilà, donc il faut. Je crois que, disons, je le dis, j'interviens dans beaucoup de secteurs différents, mais disons, voilà, donc c'est très clair. Il y a vraiment un besoin d'accorder la crédibilité à la communauté scientifique. Ne dites pas ça n'arrivera pas, ça arrivera. C'est ça qui est. Donc c'est pas la meilleure façon pour un secteur d'activité, c'est, je crois, disons, d'intégrer cette inéluctable évolution de notre climat dans son modèle de développement. C'est pas de dire non, ça n'arrivera peut-être pas et tout ça. C'est vraiment le message clé pour moi. Voilà, et puis bon. Donc l'adaptation, donc Climalait, donc c'est vrai que donc ce collectif. Et puis il y a un dernier point, je vais en arrêter là pour pas être trop long. Voilà, donc il y a ce programme que vous connaissez peut-être, parce que j'ai rencontré Frédéric Levrault assez souvent, fait des séminaires avec lui. Il y a disons, ce programme, c'est important d'avoir un observatoire sur l'agriculture et le changement climatique. En fait, voilà, les régions où il est implanté, alors c'était en 2010, je l'ai vu que l'an dernier, mais il n'y a toujours pas en Bretagne, donc c'est pas terrible. Donc voilà, les régions en vert, c'est où ce projet et ces observatoires sont déjà réellement implantés. Voilà, merci beaucoup. Donc c'est important, je veux dire, le message, pour moi, il n'y a pas... C'est de prendre en compte la réalité du changement climatique, la réalité aussi, si on parle de RSE, eh bien la meilleure façon, c'est effectivement de connaître vraiment, de savoir ce qu'un secteur, comment le secteur contribue, mais je le redis, dans chaque secteur, il y a aussi des opportunités. C'est ça qui est important. Voilà, merci beaucoup. Oui. Alors, Monsieur Jouzel, merci beaucoup, parce que vous nous avez fait un éclairage parfait. Je pense qu'on est conscient, mais on est encore plus conscient des enjeux qui nous attendent. Avant de passer la parole au public pour des questions, si vous en avez, j'ai une première question pour vous. Votre expertise et votre connaissance du sujet m'amènent à vous poser la question suivante. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques leviers pour réduire nos émissions, on va dire, dans notre activité? Quels sont pour vous les 3 leviers majeurs qu'il faudrait qu'on actionne sans se poser de questions tout de suite pour, alors je sais que c'est une question difficile. Oui, moi je ne suis pas spécialiste, mais vous en avez. Donc je crois que dans l'alimentation du bétail, il y a un peu des leviers, mais ça joue sur quelques pourcents. Donc la façon, donc moi je sais pas, je lis beaucoup, c'est plutôt mes collègues de l'INRAE qui sont spécialistes, mais je comprends qu'il y a... Ensuite, c'est quand même la filière. Comment on fait dans chaque filière pour limiter le gaspillage alimentaire? Donc il y a tout le problème de la distribution. C'est très important. Je rappelle toujours ces chiffres. Alors, je ne connais pas exactement, là certains chiffres étaient à l'échelle planétaire plutôt qu'à l'échelle française, mais disons le problème des distributions, voilà, comment vous faites pour... on est tous concernés, mais je pense que le gaspillage alimentaire, la filière peut réfléchir au gaspillage alimentaire. Ensuite, je crois qu'il faut plutôt... on voit bien, qu'on le veuille ou non, les régimes alimentaires sont en train d'évoluer. C'est souhaitable à l'échelle planétaire, en tout cas. Disons, il est clair qu'on ne peut pas, un régime alimentaire du type de celui d'un occidental n'est pas viable à l'échelle planétaire avec 10 milliards d'habitants, soyons clairs. Donc on ne peut pas s'y opposer. Je veux dire, il faut plutôt regarder comment il évolue. On voit bien que les habitudes alimentaires évoluent, et donc c'est plutôt s'y adapter. Et ensuite, moi je pense l'adaptation. Moi je sais pas, je regarde à chaque fois on voit bien ces problèmes. Par exemple, c'est bien les stabulations libres sous les tôles, mais vous savez, l'été, quand il y aura des vagues de chaleur, c'est pas si simple. Et même si vous mettez le bétail dehors, s'il n'y a pas d'ombre, c'est pas si simple. Disons, il faut penser aussi à ça. Moi, je pense que c'est très important. Alors, je ne vais pas parler de bien-être animal, mais simplement,
disons, les bâtiments agricoles peuvent ne pas être adaptés. Voilà, garder de l'ombre, ça c'est clair, hein, donc garder des haies quand même, hein, donc voilà, donc c'est quand même important, y compris pour le... Vous voyez, c'est pas du tout... mais ces vagues de chaleur, elles seront là aussi, et bon, si vous les laissez sous les tôles, votre cheptel, si vous le sortez, s'il n'y a pas d'ombre, c'est pas terrible non plus. Donc voilà, c'est des choses auxquelles il faut penser, qu'il faut intégrer, je pense, dans le modèle de développement, c'est un peu ça. Mais donc voilà... Donc moi, mon conseil, je le redis, c'est ce que vous faites aujourd'hui, c'est-à-dire de bien vous documenter. Enfin, bon, chaque secteur d'activité a intérêt à savoir effectivement comment, disons, je dirais comment il s'intègre dans cette dynamique de transition écologique. La neutralité carbone, vous voyez, bon, c'est intéressant de connaître les chiffres de la stratégie nationale bas carbone. Est-ce qu'ils sont accessibles ou pas? Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, ce sont des chiffres officiels. C'est pas moi qui les... Hein, donc, il suffit d'aller... Voilà, disons, et je pense que c'est l'objectif de votre réunion aujourd'hui, c'est déjà avoir une connaissance de ce lien entre un secteur d'activité et puis cette transition qui n'est pas simplement climatique. Hein. Le problème de la biodiversité est aussi très important. Donc tout ça, c'est lié. Hein. Donc il y a une liaison des écosystèmes. Vous voyez, je peux parler des heures de tout ça, mais c'est tout cela qu'il faut, je pense, intégrer dans votre réflexion. Ce que vous êtes en train de faire, c'est pas du tout... c'est pas pour vous donner une leçon du tout, mais comme vous me demandez, c'est surtout de prendre conscience de la réalité des choses. Voilà. Merci à vous. Rita, donc on va peut-être laisser la parole à ceux qui ont des questions, si vous en avez. Et je te laisse passer le micro. Est-ce qu'il y a des questions? Quelques minutes. On a jusqu'à 10 heures. On a le temps. Ça, il nous reste 5 minutes. Oui, allez-y. Laura? Oui, merci beaucoup pour cette présentation. On apprend toujours des choses, on n'a jamais fini de découvrir les complexités du climat. Il y a eu un engagement, vous l'avez cité à la COP26, sur le méthane. Oui. Quel est votre éclairage là-dessus? Disons, c'est bien. Ça serait bien parce que, disons que les émissions de méthane, quand on les regarde à l'échelle planétaire, elles ont marqué le pas dans les années 2000, elles sont reparties à la hausse, et c'est très probablement lié quand même à l'agriculture, à l'élevage. Donc voilà, c'est des questions qu'on se pose. Et donc, mais disons, l'effort qui est envisagé d'ici 2030 est plutôt dans la limitation des fuites. Par exemple, le torchage, c'est pas forcément... je ne sais pas, justement, il faudrait que je regarde l'accord en détail, je ne sais même pas si l'agriculture y est citée nommément. Donc ça, vous avez regardé? Oui, peut-être quand même. Hein. En fait, oui, j'ai regardé l'étude IMEO qui est sortie, l'Observatoire, et c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, l'agriculture est le premier contributeur aux émissions de méthane, mais quand on regarde les potentiels de réduction, on est sur l'ordre de 20%, alors que dans le secteur des énergies fossiles, on est à 60, 70, oui, bien sûr. 80%. C'est pour ça, donc l'effort, il me semble que il me semble que l'effort envisagé est surtout sur les combustibles fossiles. Et c'est là où on voit bien que c'est beaucoup l'élevage qui prend la lumière, on va dire, sur ce type d'accord, alors que finalement les leviers derrière, ils sont complexes. Non, justement, je pense pas. Non, l'élevage n'a pas été spécialement mentionné, en tout cas pas dans les coûts. C'était pas le cas, c'était plus. Je regarderai, je regarderai le texte. J'ai pas regardé le texte parce que dans chaque. Je vais regarder, mais je pense que c'est plus les fuites, le torchage. Bon, disons. Les Américains, quand ils font des puits de non conventionnels, ce sont des vrais cow-boys. Hein. Ça fuit de partout, c'est pas fermé à la fin. À un moment, ça émet du méthane. Voilà, des choses comme ça. Voilà. Mais je regarderai, peut-être plus précisément à la fin. Oui. Axel Bigot, de Lactalis. Oui, merci beaucoup pour votre présentation. Tout pareil, on apprend toujours plein de trucs, c'est hyper intéressant, c'est jamais terminé. Moi, ma question, c'était plutôt sur quel est votre avis sur l'impact de la déforestation sur le changement climatique? Oui, alors là, il y a aussi... quel est le... Oui, l'impact il y a aussi en un pourcentage accord aussi, en fait. Là, c'est chiffré, donc c'est 5 à 6 milliards... les chiffres 2019, c'est 5 à 6 milliards de tonnes de CO2. Donc par rapport, c'est 10% des émissions en équivalent. Enfin, je dis, les émissions équivalentes CO2, c'est 57 milliards en 2019, c'est à peu près 10% lié à la déforestation. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré la déforestation,
la végétation à l'échelle planétaire absorbe du CO2. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de déforestation, et ça c'est un accord intéressant à horizon 2030, hein, on le voit bien, et on sait bien, on sait bien qu'il y a un lien entre déforestation et production de soja, et puis bien sûr élevage, hein, en Europe, hein, donc c'est manifeste, disons, ce lien il existe, et donc oui, disons, il y a un accord aussi de ne plus avoir de déforestation en 2030 des grands pays, hein, donc y compris le Brésil, on verra s'ils tiennent. Mais donc c'est 10% des émissions actuellement sur les dernières années. Voilà. Mais c'est assez intéressant. Enfin bon, si la déforestation, disons, s'arrêtait vraiment, c'est important pour la lutte contre le réchauffement climatique. Il n'y a pas de petits gains, c'est ça que je veux dire. Plus de questions? Ah, voilà. Monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, bonjour, Laurent Guinaud de Christian Hansen France. Moi, je me posais la question du rôle du législateur par rapport aux décisions, par exemple, à l'émergence de nouvelles technologies qui permettraient de réduire les gaz à effet de serre émanant de sociétés, de start-up, etc. Est-ce que le législateur est réactif par rapport à ça? Je ne sais pas moi-même, non. Bon, qu'il y ait des, enfin bon, bien sûr qu'il faut qu'il y ait des, enfin, disons qu'il y ait des progrès faits dans disons, les émissions de méthane. Si on peut effectivement les diminuer légèrement par tête de bétail, c'est intéressant. Je ne sais pas ce qui peut être mis en œuvre. Je ne suis pas spécialiste. Je pense que vous avez des meilleurs spécialistes du côté de l'INRAE. Le législateur actuellement, non, ne le fait pas, puisque bon, disons que la loi. Donc c'est plutôt dans les grandes lignes. Si vous lisez la loi climat-résilience actuellement, c'est plutôt, vous voyez, donc ça se décline par la stratégie nationale bas carbone. Ensuite, vous pouvez aller voir, je vous ai montré les diminutions attendues pour l'agriculture, mais on ne va pas au-delà. Donc, mais il n'y a pas tellement dans la loi actuellement sur comment faire disons des réductions d'émissions d'agriculture. Enfin, il y a peut-être quand même, il y a un graphe aussi entre la part espérée de l'élevage des cultures. Je pense que ça existe. Je pense qu'il faudra aller voir sur la stratégie nationale bas carbone. Alors, la SNBC, c'est pas vraiment la loi, mais c'est quand même une déclinaison de la loi. Donc ça, je veux dire. Ce qu'on a de plus précis en France, c'est plutôt la SNBC. Alors, il faudra regarder les détails. Je pense que par secteur, c'est bien étudié aussi. Enfin, voilà, ce sont des... Mais il n'y a pas forcément dans cette perspective de bouleversement des méthodes qui sont prises en compte. Voilà. S'il y en a une dernière, oui. Une dernière? Voilà, mais après, parce qu'il faut laisser la place au suivant. Voilà, bien, merci beaucoup. Et puis, bonne journée à vous tous et à vous toutes. Merci. Monsieur Goudin. Vous restez avec nous ce matin? Non, vous partez. Bon, d'accord. D'accord. Donc, on va poursuivre donc notre programme avec Noëlle Paolo, directrice des études du CNIEL. Le CNIEL, c'est l'interprofession laitière. Et également Véronique Pardo du CNIEL, directrice de l'OCHA, c'est l'Observatoire CNIEL des habitudes alimentaires. Elle pourra nous dire 2 mots, Véronique, sur ce qu'est l'OCHA. Elle est anthropologue également, donc voilà. Et là, le sujet est les attentes de la société vis-à-vis de l'alimentation et de la filière et des produits laitiers. Voilà, ça marche, ouais. Bonjour à tous. Pardon. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci aux organisateurs de nous avoir invités. Et je dois vous avouer que nous sommes extrêmement impressionnés avec Noëlle de parler après Monsieur Jean Jouzel. Et donc, je veux juste faire un lien entre sa présentation et la nôtre. Il est évident, nous l'avons entendu déplorer, que les premiers rapports du GIEC qui sont parus dans les années 70 n'ont pas été pris en compte.
Il est bien évidemment légitime que le scientifique qu'il est et le paléoclimatologue regrette cette non prise en compte. Et bien évidemment, cela teinte toute cette présentation sur le climat de forts regrets, de fortes inquiétudes et d'un certain pessimisme. Nous ne sommes pas là pour apporter un optimisme béat, mais ce que je souhaitais dire, c'est que notre regard à nous, il va porter sur la société. Et la société, paradoxalement, pour prendre en compte, y compris des données scientifiques, il lui faut du temps. Quand aujourd'hui on considère que des gros changements scientifiques mettent entre 30 et 50 ans pour entrer dans les couches profondes de la population générale. Je ne parle pas du monde scientifique et institutionnel. Donc en fait, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est peut-être aussi le fruit de cette longue imprégnation, et peut-être que justement cette société est en train d'être prête à entendre, à écouter et à comprendre des choses. Peut-être un exemple avant de commencer dans le vif du sujet. En 1970, enfin au début des années 70, donc quand les premiers rapports du GIEC paraissent, quelques années après, un expert du GIEC est entendu au Sénat américain, et à ce moment-là se met en place, mené par les grosses industries d'énergie fossile, tout un monde de contestation et de construction scientifique du climato-sceptisme. Cela dure 30 ans, voire plus, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, même les grandes industries fossiles, et il y a même eu une déclaration à la presse et aux scientifiques d'ExxonMobil il y a quelques années, reconnaissent que le réchauffement climatique est d'origine humaine. Ça rejoint ce que je vous ai dit, ça coupe un petit peu ce pessimisme que la société ne bouge pas. Non, la société bouge, mais la société a besoin de temps, et pour comprendre les données scientifiques, et pour comprendre qu'elle peut être aussi partie prenante dans l'évolution de ce climat dont Jean Jouzel nous a tant parlé. Donc, cette petite introduction pour vous expliquer que nous allions nous prendre... Vous allez retrouver énormément de thèmes qu'a abordé Jean Jouzel dans notre présentation, avec un prisme peut-être un peu différent, parfois semblable. Et en tous les cas, nous allons appuyer toutes nos données. Je passe rapidement sur cette slide, mais pour vous dire que parfois on ne citera pas de chiffres, parce que nous ne voulons pas vous assommer de données chiffrées. On veut vous donner une tendance, vous donner quelques impressions aussi et quelques données chiffrées, mais il faut savoir que tout notre travail s'appuie sur un ensemble de travaux qui sont menés au CNIEL, mais qui sont menés aussi dans les laboratoires de recherche, dans les grands instituts, dans les universités, etc. Nous avons de nombreuses veilles scientifiques, bien évidemment. Nous nous appuyons sur des études et recherches nombreuses, qui sont tant menées au CNIEL qu'en dehors, et également des thèses de doctorat que l'on suit, que l'on accompagne. Et tous ces travaux, ces plateformes, ces baromètres, je ne les citerai pas tous, constituent finalement notre source. Et c'est à partir de ces données-là que l'on vous parle aujourd'hui. Je vais revenir sur plusieurs points qui me semblent importants et qui vont introduire un petit peu notre présentation. On souhaitait vous donner des focus, bien évidemment réducteurs, etc., parce qu'on va vite aujourd'hui, sur ce que l'on observe au global, mais très très au global sur la société française et à l'international, voir ce qui change, voir ce que cette pandémie a changé aussi, et ce qu'elle continue à bouleverser. Dans la société française aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que finalement, la pandémie, plus que bouleverser, en fait, a accéléré des événements et des choses que l'on voyait dans la période avant Covid. Ce qui est intéressant, bien évidemment, c'est qu'on a une société française à plusieurs vitesses. Cette société française à plusieurs vitesses, elle existait, mais ça s'est encore plus polarisé, on va dire. On a, et ça fera aussi écho à ce que disait Jean Jouzel, en haut un petit peu de l'échelle sociale, mais vous verrez que ça bouge, une avant-garde en fait relativement protégée des conséquences économiques et qui est très très désireuse d'accélérer la transition écologique. On a aussi une grande partie de la population qui demeure très attachée à un système de consommation, on va dire plus pré-crise. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que certes, on sent une inquiétude sur l'avenir. Il y a des tensions fortes dans, on va dire, un gros tiers de la population sur le pouvoir d'achat, et donc une attention accrue au prix, etc., qui sont des choses que vous reverrez. Mais on voit aussi émerger
quelque chose d'extrêmement intéressant sur un petit tiers de la population. Tout à l'heure, Jean Jouzel a parlé de cette question de la sobriété. On voit apparaître ces questions de déconsommation, de sobriété dite heureuse, c'est-à-dire de sobriété souhaitée, avec un léger décrochage, c'est-à-dire on n'est plus seulement dans des classes sociales aisées, très diplômées, qui souhaitent se diriger vers ces situations de déconsommation et de sobriété. On voit apparaître plus une jeune génération, souvent effectivement très diplômée, mais pas forcément extrêmement à l'aise économiquement, qui choisit d'aller vers une certaine sobriété en ayant surtout à l'esprit ces questions d'impact environnemental. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de changer et qui est extrêmement intéressant. Je voudrais quand même juste dire 2 points avant de passer à l'international. Il y a 2 points qui sont non pas inquiétants, mais qui sont à noter, parce que ces points-là peuvent influer sur énormément de choses, tant sur ce que décrira Noël tout à l'heure, sur les choix des consommateurs, également sur ses inquiétudes, etc., sur l'évolution de pas mal de choses, et donc peuvent impacter nos filières aussi. C'est qu'une étude nous a un peu interpellés, qui a été faite par le CREDOC à la fin de 2020, où 75% des Français disaient que l'on ne cultivait jamais assez de méfiance, que l'on n'était jamais assez méfiant vis-à-vis des autres. Et ça, c'est extrêmement... ces écueils, finalement, de la distanciation sociale et de cette distance que l'on a vécue et que l'on vit encore du fait de la crise, a vraiment créé un engrenage de méfiance qui peut avoir un impact sur notre vision du monde et sur ce que la société veut être demain. Et cet impact, on va le voir, et on le voit déjà sur les questions de vivre ensemble, on le voit sur les questions, sur la façon d'aborder les migrations, et c'est pas pour rien que j'en parle aujourd'hui. Tout à l'heure, Jean Jouzel a parlé des migrations climatiques, mais également sur les échanges internationaux, sur la vision de l'export, sur le Made in France, etc. La méfiance, elle peut aussi, bien évidemment, fortement impacter cela. À l'international, bien évidemment que l'on observe cette même fracture, on l'observe différemment selon les pays. Si je caricature un petit peu, on l'observe différemment selon que l'on est un pays du Nord, un pays du Sud, selon le niveau économique, bien évidemment, de son pays. En fait, au niveau des pays du Nord, vous l'avez vu, il y a eu un ressenti très différent de l'épisode que l'on vit actuellement, selon que l'on était dans des pays qui étaient plus dans une posture d'État-providence, qui accompagnaient, qui avaient énormément d'aide et d'accompagnement social, ou des pays plus individualistes, plus libéraux, où on a vu un impact sur le niveau de vie, sur la consommation, sur la paupérisation, etc. Donc, y compris dans les pays du Nord, il y a eu cette distinction. Ce que l'on voit pour les pays du Sud, c'est que bien souvent, dans les pays émergents, il y a une forte prise de ce qu'on appelle l'économie informelle. Et cette crise a énormément impacté cette économie informelle. C'est intéressant parce que quand on regarde de chez nous, par exemple, les propos d'un monsieur Bolsonaro au Brésil disant nous, ce qu'il compte, c'est que les gens travaillent. Bien évidemment, ça peut être vu avec l'idéologie qu'il y a derrière. Ça peut aussi être vu différemment. Quand l'on vit dans une favela, ne pas travailler, c'est ne pas manger, puisque l'économie informelle nourrit au quotidien. Et en fait, c'est cette distance qui est nécessaire pour analyser un petit peu les choses, qui montre que finalement, cette fragilisation forte de l'économie informelle et associée à des normes de protection très basses ont causé au niveau international dans les pays émergents une forte paupérisation. Ce qui est intéressant aussi d'observer aujourd'hui, c'est de voir où va conduire l'inégalité aux soins, l'inégalité d'accès par contre aux soins et à la vaccination. Et ça, au niveau des pays émergents et des pays du Sud, c'est quelque chose qu'il est intéressant de regarder. Et enfin, et dans ce panorama très général, je voulais aussi aller sur un point, sur la question des jeunes et de la jeunesse au niveau international, mais aussi au niveau français. Vous verrez, on a pas mal de données qui montrent comment les jeunes générations changent dans leur approche de la consommation, dans leur choix de valeurs, on le verra à la fin. Mais ce qui est important aussi, c'est que globalement, on observe une plus grande vulnérabilité au niveau mondial, vulnérabilité d'accès à l'emploi, vulnérabilité face aux conditions également, on va dire, sociales, climatiques, etc. Et face à une plus forte interrogation et beaucoup plus d'anxiété chez ces jeunes générations. Donc en fait, tous ces points-là influent énormément toutes les questions sociétales et toutes les données que l'on va vous présenter aujourd'hui.
Bonjour. Alors, on va se remettre dans le prisme de la France et de regarder quelles sont les attentes des consommateurs français à l'égard de l'alimentation. Alors, il y a un certain nombre de dimensions qui sont pérennes dans le temps, que l'on voit et que l'on observe depuis longtemps. Au premier rang, l'importance du prix. L'importance du prix, on sait que c'est le premier critère, que pour certaines de nos catégories de produits, c'est la première variable. Pour le lait, c'est vrai, c'est le prix, la promotion, par exemple. Donc, c'est un critère très important dans l'alimentation. Deuxième critère, l'alimentation doit être sûre. On doit être garanti de ne pas être malade. Donc, les garanties d'hygiène et de sécurité sont un élément extrêmement fort. Autre élément, le plaisir. En France, la variable du plaisir, le goût, le partage, la variété, toute l'offre que l'on a en alimentation est un point important et on choisit ces produits parce qu'on les aime. Donc c'est un critère, ce sont 3 critères qui sont très, très, très prégnants. Le prix, la garantie d'hygiène, le goût, la santé, également très forte. Dans le temps, ça reste fort, mais ça évolue. Ça n'est plus forcément la même santé. On a eu la santé nutritionnelle. Aujourd'hui, on a plutôt la santé pour être en forme, la santé pour garantir l'immunité. Aujourd'hui, en sortie de crise, on voit dans certains pays des produits de l'innovation qui sort sur ces dimensions. Pour être performant, et l'alimentation, elle doit être finalement... le caractère sain, c'est d'être sain, simple, peu transformé, avec une composition la plus courte. Donc voilà ce que sont les valeurs centrales. La modernité, l'alimentation doit permettre de gagner du temps, de faire ses repas très, très, très rapidement. Donc tous les produits qui permettent de gagner du temps. Donc là, ce sont toutes les variables centrales dans l'alimentation. On verra après un peu comment ça s'organise pour les produits laitiers. Là, on est sur l'alimentation. Après, on a des dimensions qui sont récentes, des préoccupations récentes. D'où vient le produit? Les lieux de production, l'origine de l'alimentation est une dimension importante. Alors, c'est l'origine France avant tout, mais c'est aussi l'origine régionale. C'est voir quel producteur, parce que finalement, cette origine locale, c'est à la garantie peut-être de permettre à des producteurs d'aliments de vivre, donc des éleveurs ou des agriculteurs. Donc, il y a cette dimension importante qui a été mise en avant, en particulier pendant la crise de l'année dernière. On avait beaucoup de circuits courts qui se sont développés. On voit que ça revient un petit peu, on va le voir dans l'ordre des choses, ça recule un tout petit peu en 2021. Deuxième élément qui progresse, la volonté de savoir quelle est la composition du produit. Donc le sang conservateur, sans additifs, sans pesticides, ce sont des dimensions importantes. Les additifs sont perçus comme un risque dans l'alimentation, même titre que les colorants. Et donc le développement également des applications comme Yuka ont mis l'accent sur cette composition des produits. Le bio qui se portait bien jusqu'à l'année dernière et on voit des reculs cette année. Alors des reculs qui peuvent être liés à plusieurs facteurs, mais également en lien avec la recherche d'origine et la recherche de proximité. Et puis le développement des alimentations telles que le véganisme, ça représente très peu de consommateurs, on est à moins de 0,4%, le végétarisme également, mais le flexitarisme qui se développe. Donc voilà quelles sont les grandes attentes vis-à-vis de l'alimentation. Vis-à-vis des filières, on a des attentes de plus en plus croissantes. Elles ne font pas partie des critères de choix prioritaires du consommateur, mais elles sont présentes. La question environnementale et climatique, la question des conditions de vie des animaux, plus que du bien-être animal pour le consommateur. La question animale, ce sont les conditions de vie, mais c'est aussi les conditions de mort, les conditions de transport. Ça se déplace maintenant sur ces sujets-là. On a la question de l'intensification de la production. On sait que la ferme des 1000 vaches pour le secteur laitier a été un point d'attention sur quel était le modèle de la ferme laitière. Les pollutions associées, les process de fabrication, je ne vais pas revenir sur tout ça, mais on va le voir dans le détail. Quand on regarde pour les produits laitiers, quand on pose la question de savoir, lorsque vous achetez des produits laitiers, quels sont les principaux critères de choix, vous voyez que le goût
est la première dimension pour les produits laitiers, cité à 29% en première citation. Ensuite, on retrouve ce que je vous ai dit, hein, le caractère bon pour la santé. Alors, le bon pour la santé pour les produits laitiers évolue. On sait que le calcium portait la catégorie. Aujourd'hui, ce calcium s'effrite. On voit que pour les consommateurs français, on cherche avant tout des vitamines, on cherche des fibres, on cherche des protéines. On cherche un peu moins du calcium. Donc, il y a un effritement sur cette dimension, mais le caractère, quand on dit produit laitier, c'est le goût et c'est la santé qui sortent en prédominant. Le prix, bien évidemment, qui est une variable forte. La fraîcheur, et je voulais juste aller en fin de graphique. Vous voyez que le respect du bien-être animal ou les thématiques de respect de l'environnement sont en queue de peloton dans le critère de choix des produits laitiers. Mais ça n'est pas pour ça que ça n'est pas présent et que ce ne sont pas des questions qui se développent. Mais ça ne fait pas partie des premiers critères. Par contre, quand on s'intéresse effectivement aux parties prenantes, aux ONG ou aux associations de consommateurs, on a ces questions qui émergent bien évidemment prioritairement. Mais là, on est sous le prisme du consommateur. Quelques éléments sur la confiance dans la filière. Donc, on a un baromètre que l'on a mis en place depuis 2010 et qui mesure la confiance que les Français accordent aux éleveurs laitiers, l'image qu'ils ont de l'élevage laitier. Vous voyez que premier élément à retenir, c'est qu'on a des scores extrêmement élevés de confiance. En 2010, on avait 88% des Français qui donnaient une note supérieure à 7, puisque c'est une note qui est demandée entre 1 et 10. On avait 88% des Français qui donnaient une note de plus de 7, donc c'est vraiment un niveau très élevé. On est toujours très élevé, puisqu'on a 75% des Français qui accordent leur confiance aux éleveurs laitiers, mais on a baissé, puisqu'on a perdu près de 15 points entre 2010 et 2016. 2016, on semble avoir atteint un palier, puisque vous voyez que depuis 2017, le niveau est stable, aussi bien sur la confiance accordée aux éleveurs laitiers que sur l'image. Et les bouleversements que l'on voit, on les voit par exemple, le point vert supérieur, c'était la crise laitière, la crise du prix du lait, et qui a finalement, il y a eu une crise laitière où les Français ont beaucoup entendu des difficultés du secteur, et du coup il y a eu une empathie qui s'est montrée à ce moment-là. Par contre, la ferme des 1000 vaches a dégradé cette image-là, parce qu'effectivement, on a associé au secteur laitier et aux élevages laitiers un productivisme qu'ils n'avaient pas dans la tête, et finalement, on s'est dit, mais c'est quoi la taille d'une ferme? Est-ce que les animaux sortent? Qui est-ce qui détient le capital d'une ferme laitière? Ce sont toutes ces questions qui ont été posées à ce moment-là. Mais globalement, il faut garder cette bonne image et cette bonne confiance. Par contre, vous voyez, le dernier item, c'est les conditions d'élevage des vaches laitières. Là, on a une dégradation. On était à 69%, on est aujourd'hui à 56%. On a atteint un point bas en 2019. Et là, c'est beaucoup en lien avec les prises de parole du militantisme et L214 qui a fait paraître un certain nombre de vidéos et qui, du coup, pose des questions sur notre filière également. Donc la méfiance, c'est les conditions d'élevage. Est-ce que les vaches sortent? Qu'est-ce qu'elles mangent? Est-ce qu'elles mangent toujours de l'herbe produite sur l'exploitation? Est-ce que il faut aussi se dire qu'on a un Français sur deux qui ne sait pas ce qu'est la réalité d'une ferme laitière. Donc il y a une grande ignorance également sur nos réalités. Et puis, il y a la question des pollutions. Vous voyez, le troisième, c'est le respect de l'environnement, qui est plutôt stable dans le temps, mais également 58% seulement, entre guillemets, des Français confiants sur cette thématique-là. Sur les produits, si on se place maintenant sur le prisme des produits, là aussi, on a une baisse de l'importance des produits laitiers dans l'alimentation. Très forte place, malgré tout, 92% en 2010. On reste à 72%, donc les produits laitiers sont importants dans l'alimentation. Le lait est important pour la santé,
mais on se pose la question, il ne faut pas en abuser, on peut s'en passer, c'est éventuellement seulement pour les enfants. Il y a une question sur l'aspect industriel et la composition. Je ne retrouve pas le même lait que je trouve quand je le prends à la ferme. Qu'est-ce qu'il y a dans ma brique de lait? Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où le lait a été récolté et quand il arrive dans la brique? Et puis sur le lait, la question de l'intolérance et de l'allergie, avec plus de Français qui pensent ne pas supporter le lait, avoir des ballonnements et mal le digérer. Juste très rapidement, on a des populations, on suit ces données-là par population, on a des jeunes générations qui sont plus critiques et on a des CSP+, ou des personnes qui ont fait des études qui sont plus critiques sur les conditions de vie des animaux, plus critiques sur la variable environnementale, plus en doute sur l'intérêt et l'importance des produits laitiers dans l'alimentation. C'est compliqué, mais juste en quelques mots, on a un outil une plateforme d'écoute des consommateurs auquel on pose la question, est-ce que vous vous posez des questions sur les produits laitiers? Globalement, on a un tiers des Français qui se posent des questions sur les produits laitiers. En 2020, on voit que on avait 50%, globalement 47%, et on a baissé à 36%. Donc on a un peu moins de Français qui se posent des questions. Qu'est-ce qu'ils se posent comme question? Première question, d'où ils viennent? Je me rapproche parce que j'ai du mal. Est-ce qu'ils sont bons pour la santé? Comment ils sont fabriqués et est-ce qu'ils sont sûrs ou sains? Pardon. Donc voilà les premières questions quand ils se posent des questions sur les produits laitiers. Merci beaucoup. Deuxième diagramme, c'est quand vous consommez des produits laitiers, est-ce que vous posez des questions en lien avec l'environnement? 39%. Là aussi, on a moins de personnes qui se posent des questions. Quand on se pose des questions sur l'environnement, on se pose d'abord des questions sur le gaspillage. On se pose des questions sur la recyclabilité. C'est-à-dire que le consommateur, il se met à l'aune de ce qu'il est, un consommateur. Il se pose moins de questions sur l'impact de l'élevage sur l'environnement. C'est d'abord le gaspillage, c'est d'abord le recyclage. Et enfin, on leur a posé la question, est-ce qu'ils se posent des questions sur l'éthique de la filière? Les deux premières questions, c'est le bien-être animal. Et c'est aujourd'hui une question qui monte, c'est la question de la rémunération des agriculteurs. Donc ça, c'est vraiment un point qui arrive depuis 4-5 ans et qui, là, cette année, baisse un tout petit peu, mais ça fait partie des deux principales questions éthiques. Je pense que c'est à toi, Véronique. Les quelques questions de la plateforme que Noël vient de vous présenter aident aussi à interpréter une grosse étude que l'on mène depuis 2016, mais qui a été pré-testée avant avec le ministère de l'Agriculture et l'Université de Toulouse. Et c'est une étude, d'ailleurs, je vous parlais de nos sources tout à l'heure, c'est une étude qu'on mène avec le CREDOC, l'Université de Toulouse et Jean-Pierre Poulain, donc. Et c'est sur les inquiétudes sur les produits alimentaires. Et tout à l'heure, vous pourrez entendre Thierry Gélin, notre directeur RS, qui va vous présenter la démarche du CNIEL, et là, la démarche filière d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette étude permet de construire un des indicateurs du RS filière, qui est l'indicateur sur la confiance. Donc la confiance, en fait, nous, on l'a définit comment? La confiance, c'est quand il n'y a pas d'inquiétude ou quand il n'y en a pas beaucoup. Et c'est comme ça qu'en ayant ces taux d'inquiétude, en positif, négatif, on obtient le taux de confiance. Ce qui est intéressant là, deux choses. Alors là, on vous a mis 2 points intéressants qui sont les inquiétudes sur les produits alimentaires au global, les inquiétudes sur les produits laitiers, et après je vais venir sur autre chose qui sont les inquiétudes sur le lait. Et vous verrez que bien évidemment, il y a des points qui sont plus rattachés à l'amont, donc qu'on retrouve plus sur la question du lait et qu'on retrouve moins sur la question des produits laitiers. 3 points à retenir. Le but n'est pas de retenir tous les chiffres qu'il y a là. 3 points importants. D'abord, l'inquiétude majeure sur les produits alimentaires. L'inquiétude majeure sur les produits alimentaires porte sur les produits chimiques. Quand un consommateur parle de produits chimiques, il parle de quoi? Il parle d'intrants. Il parle les mots qui sont utilisés. Il parle pas d'intrants, il parle de pesticides. Il parle, lui, de produits chimiques. Et ce qu'il entend par là, c'est aussi bien, finalement,
la question des pesticides, que la question des conservateurs, etc. Ce qui est intéressant, c'est que tout ça, comme ce sont des questions ouvertes, on le retrouve dans le verbatim. Donc on peut savoir exactement quels termes sont utilisés et à quoi il fait référence. Donc cette question des produits chimiques inquiète majoritairement le consommateur, et c'est l'inquiétude majeure sur les produits alimentaires. L'autre inquiétude majeure, c'est sur la caractéristique des produits et l'impact sur la santé. Alors on va voir qu'impact sur la santé, on la retrouve sur les produits laitiers, mais globalement, les deux inquiétudes majeures que l'on trouve pour l'ensemble des produits alimentaires, il faut savoir que cette étude ne porte pas que sur les produits laitiers. On a les données lait, produits laitiers, fruits, légumes, viande, poissons et, entre guillemets, produits industriels, c'est-à-dire plats préparés. Donc, ce qui est intéressant de voir, donc, c'est le contraste. On s'aperçoit que quand l'on parle produits laitiers et surtout les niveaux d'inquiétude ne sont pas du tout les mêmes. Quand on parle inquiétude sur les produits laitiers, on voit qu'en 2021, tout comme en 2019, tout comme en 2020, mais avec une légère augmentation, c'est la question de la santé qui vient en premier et l'impact sur la santé de ces produits. Mais ce qui est très très intéressant, c'est, alors que ça avait beaucoup baissé en 2020, c'est à nouveau la question de l'industrialisation. Noël vous en a parlé tout à l'heure pour les modèles d'élevage. Cette question d'industrialisation, de transformation, de process interroge beaucoup et on voit apparaître depuis quelques années une certaine remise en cause de certains modèles et on voit là que pour les produits laitiers, c'est la deuxième inquiétude. Bien évidemment, il y a des questions qui restent pérennes dans le temps parce que c'est des attendus, on va dire, pour les produits laitiers qui sont la fraîcheur, l'hygiène, etc. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que finalement, les consommateurs ne s'inquiètent pas tant que ça quand ils parlent des produits laitiers, ne s'inquiètent pas énormément sur la qualité sanitaire aujourd'hui. Par contre, ils s'en inquiètent plus indirectement en parlant de santé, en parlant d'impact sur la santé, et que cette question de l'industrialisation, donc qui interroge vivement la filière, et des processus de transformation les interroge beaucoup actuellement. Si on passe aux inquiétudes mesurées sur le lait, alors vous le voyez, on retrouve notre impact sur la santé qui augmente également en 2021. Alors encore une fois, on sort presque, on espère qu'on sort d'une crise épidémique qui a beaucoup interrogé la société sur sa santé, sur son rapport à la santé, à la mort, etc. Donc il est normal d'avoir cette augmentation sur l'impact sur la santé. Elle est cette année totalement décorrélée d'une quelconque crise sanitaire liée au monde des laitiers. Ce qui n'était pas le cas en 2019 parce qu'on avait monté entre 2016 et 2019 et 2019 on avait un ensemble de crises sanitaires qui avaient lourdement impacté. Là, c'est pas le cas. Là, ce qui impacte, c'est le contexte global. C'est pas imputable directement à la filière. Par contre, 2 points importants. Là, on est sur le lait, donc on pense plus amont, on pense plus contexte. Noël l'a souligné tout à l'heure avec cette émergence assez forte depuis quelques années de la question de l'origine, la question du made in France, du fabriqué en France, etc. Et on voit que l'origine du produit est la deuxième inquiétude, le deuxième questionnement. Et bien sûr, qui dans le temps se confirme avec des hauts et des bas selon les années, selon les aléas, on va dire, événementiels, les aléas médiatiques aussi, et l'impact de ces aléas médiatiques ou de ce que peuvent sortir certaines associations, etc., mais qui se confirme comme étant un thème fort et un thème fort pour la filière, la question du bien-être animal apparaît en 3e position des inquiétudes. Alors, non, je vais revenir en arrière parce que ce qui est intéressant, je l'ai entouré aussi en vert ici, c'est cette année un bon, multiplié par 3 quand même, des questions sur l'impact sur l'environnement. Noël en a parlé tout à l'heure en vous disant que, attention, c'est pas parce que quand on s'interrogeait sur les produits laitiers, les questions environnementales apparaissaient en queue de peloton, que ces questions n'existaient pas. C'est simplement que quand un consommateur achète un produit, il achète un produit pour le consommer et il voit d'abord ce qui lui importe, lui, quand il va manger ce produit. Mais ces questions-là, elles interrogent la filière et elles restent. Et ce qui est intéressant cette année, et ce qui est quand même un signe fort par rapport à ce que, en introduction, je vous disais, de montée de cette thématique et de cette thématisation dans la société, pour la première fois, en population générale, chez des consommateurs, donc on est hors
population, on est hors partie prenante, hors association, hors activiste, on est vraiment dans la population générale. On a 9% d'inquiétude exprimée pour le lait en facteur d'inquiétude. Et ce qui est intéressant, c'est de le décomposer. Mais ce qui est important aussi, on en a souvent parlé avec Thierry vis-à-vis du RS, c'est que cet impact sur l'environnement, pendant longtemps, on s'est questionné en se disant mais les consommateurs ne s'interrogent pas sur l'environnement. Si, les consommateurs s'interrogent, mais ce n'est pas prioritaire quand ils pensent à leur bol alimentaire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans ces 9%, ce qui est intéressant, c'est de voir vers quel thème vont les consommateurs. Ah, bien sûr, le changement climatique qui est largement relayé, qui aujourd'hui en fait est la principale préoccupation d'à peu près donc 4 personnes sur 10. Mais il y a des sujets très concrets qui touchent au quotidien. Alors, les déchets, les questions de gaspillage, les conditions de vie des animaux et leur impact sur l'environnement, les questions des eaux, etc. On voit ces questions-là émerger. Et ça aussi, ce sont des signes qui peuvent être extrêmement intéressants pour l'ensemble de la filière. Et d'ailleurs, nous y passons. On va essayer de finir rapidement. Donc, quand on pose la question aux Français parmi un certain nombre d'engagements, quels sont ceux qui sont prioritaires, vous voyez que les 3 premiers critères importants, c'est le respect du bien-être animal, c'est le fait de favoriser le pâturage des vaches, avec cet intérêt et cette question toujours très forte de la sortie des vaches, et la rémunération est le 3e facteur important. Vous voyez, ensuite, on a l'origine qui arrive en 4e, mais voilà les 3 premiers critères et 3 premiers engagements qui sont attendus de la part de la société sur notre filière. Quand on pose la question aux éleveurs, cette thématique-là, plus de 70% des éleveurs déclarent déjà en tenir compte dans leur système de production. C'est une étude qui a été faite par BVA et pour l'Observatoire de l'agriculture. Donc, on a des éleveurs qui sont conscients de ces thématiques et pour qui c'est un sujet majeur dans leur système de production. Nous allons aller un peu plus vite pour être dans les temps. Toutes les données qu'on vient de vous présenter relèvent d'études différenciées qui portent sur les unes les questions éthiques, l'autre les questions des consommateurs, sur leurs inquiétudes sur le lait, sur les produits laitiers, etc. On a voulu à un moment se poser et se demander comment tout cela faisait sens et qu'est-ce que cela signifiait quand on mettait tout en corrélation en termes de valeurs, ce que souhaitaient finalement ces Français qu'on connaissait par petits bouts et qu'on voulait voir un petit peu avec une vision plus holiste. À l'occasion de 2 thèses de doctorat qui ont été menées au CNIEL, avec des méthodes extrêmement qualitatives, ces 2 thèses de doctorat, nous avons mené une étude sur une sorte de typologie des valeurs des Français. Nous voulions en fait comprendre les consommateurs de façon très fine, voir quel était leur type de profil, leurs valeurs, quelles influences elles pouvaient avoir, pas seulement sur leur consommation, mais aussi sur leur façon de se comporter en société, sur leur choix éthique, sur ce qu'ils attendaient par rapport au rapport à l'environnement et sur leur consommation ou non de produits laitiers, bien évidemment. Nous avons eu beaucoup de surprises. Je ne vais pas toutes les détailler, je vais aller très vite à la demande de Rita Lemoine pour tenir le timing. Ce qui est intéressant à retenir, c'est qu'en fait, les surprises, elles portent tant sur la répartition des profils que sur les classes d'âge. En fait, ça casse un petit peu des idées reçues. Et sur aussi les questions d'éviction alimentaire. 2 minutes sur ce point. Le but, c'est pas de retenir ni les termes ni les chiffres, mais se dire que quand on a fait notre typologie, on a à peu près 30% de Français qui sont plutôt fatalistes, aussi bien d'ailleurs sur le climat, sur l'avenir de la planète, mais qui n'ont aucune implication, qui n'ont pas envie de s'impliquer. 30% quand même. Ces gens-là, ces 30%-là se reconnaissent plutôt dans une certaine défiance envers les pouvoirs publics, les autorités de santé, etc. etc. On a, face à ces 30%-là, on a une population de 24% à peu près qu'on a appelée les écocentristes, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne pensent qu'à l'écologie, mais ça veut dire qu'elle est certes au centre de leurs préoccupations,
Ils ne remettent pas forcément en cause tout leur régime alimentaire, mais ils sont très critiques, notamment à l'égard des industries agroalimentaires. On reste sur cependant aux 30% de pessimistes, on en a 19% qui se disent optimistes, qui sont confiants dans leur alimentation, confiants dans les pouvoirs publics. Et ensuite, on a 2 catégories, on va dire, intermédiaires. Un 11%, plus âgé souvent, où l'homme domine la nature, où on est peu sensible à l'écologie et où on ne regarde pas son alimentation avec ce prisme-là. Et enfin, sur une partie modérée qui peut gagner l'un ou l'autre camp, il y a cette idée certes d'individualisme, mais des préoccupations plutôt neutres, une certaine à la fois indifférence et à la fois l'idée qu'on peut agir, mais chacun à son niveau pour la qualité de l'alimentation. Sur cette typologie-là, un petit détail, et c'est ce qui est assez intéressant. Ces pessimistes, et je suis assez désolée, mais sont plutôt adeptes de la consommation de lait et de produits laitiers. Les écocentristes qui sont très critiques à l'égard des industries agroalimentaires, c'est dans cette catégorie de population que l'on voit le plus de gens qui disent éviter le lait, qui évitent certaines viandes, qui évitent le gluten. Et là, dans cette catégorie de population, c'est un quart. On voit des gens donc, qui évitent ce type de produits-là et qui sont très, très enclins à regarder leur alimentation sous l'angle de leur santé. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans nos optimistes, dans nos anthropocentristes aussi, donc on est quand même entre les modérés, les optimistes et les anthropocentristes, on a un maintien, voire une revendication de la consommation de produits d'origine animale, de lait, de produits laitiers. On a une confiance très grande dans cette alimentation-là. Et puis, on a cette partie de modérés qui est notre frange qui bouge, en fait, nos 16%. Les surprises, elles sont générationnelles, en fait. Elles sont générationnelles parce que on a plus de pessimistes chez les jeunes, plus de pessimistes et de modérés chez les jeunes. Et paradoxalement, dans cette étude qui portait sur les valeurs et pas sur des données chiffrées sur des consommations, on s'est aperçu que finalement, des populations plus âgées se présentaient comme plus optimistes, plus attentives à l'environnement, plus écocentristes, plus critiques aussi vis-à-vis des industries agroalimentaires. Donc vous voyez, on peut avoir des renversements qui sont extrêmement étonnants. Par contre, moins de surprises sur les niveaux de diplôme, par exemple, puisque ces populations plus pessimistes, moins confiantes, plus dans la défiance, etc., se recrutent plus chez les moins diplômés des Français, et on trouve chez les plus diplômés plus d'écocentristes et plus de modérés. Je suis passée très vite, mais tout ça pour vous dire que ces valeurs, elles interrogent parce qu'elles interrogent aussi sur la situation économique et sur le rapport aux autres qui en découlent. Et c'est extrêmement intéressant pour les données de consommation aussi. En conclusion, et donc je vais aller très vite, ce que l'on vous a présenté montre des attentes multiples, mais montre aussi qu'on est dans une phase de forte éthicisation, c'est-à-dire il y a des demandes d'éthique de la société qui arrivent de divers endroits et de diverses façons. Et la question de la rémunération en est un exemple fort. Dans ces attentes multiples, bien évidemment, on les a citées, il y a ces préoccupations constantes sur le bien-être animal, sur une alimentation saine, sur la juste rémunération des producteurs. Et ce que l'on voit aussi, c'est ce que l'on sent et ce que l'on lit au travers des données, notamment sur les inquiétudes, c'est un fort besoin d'information, de proximité, de réassurance. C'est-à-dire qu'on n'est pas, là encore, dans un discours pessimiste, tout est foutu, c'est mauvais, etc. On a un fort questionnement, une demande de réassurance aussi. Par contre, on voit émerger des inquiétudes et des critiques fortes, et depuis plusieurs années maintenant, sur les modèles de production et de transformation, qui bien évidemment doivent être intégrés dans les réflexions de la filière. Aujourd'hui, ce qui est intéressant également, bien évidemment, vous le savez, c'est que la consommation et l'évolution des nourritures d'origine animale dépendent certes, comme on l'a vu, des CSP, du niveau d'études, un peu moins d'ailleurs du lieu de résidence, parce qu'on voit que ce point-là a tendance à fluctuer et que finalement, que l'on soit urbain, semi-rural, etc., ça commence à s'aligner. Mais on voit aussi qu'il y a une attente forte sur une adaptabilité des systèmes d'élevage et de production à ces nouvelles demandes qui émergent. Je vous disais, 24% qui expriment quand même des attentes fortes sur un lien plus fort à leur écosystème, etc. Donc c'est des données qui commencent
être assez importante. En France, on a des mangeurs très attachés à leur modèle alimentaire, on a des mangeurs attachés à leur culture alimentaire, on a parlé du goût, Noël a bien parlé du goût tout à l'heure, du plaisir, ça reste extrêmement fort. Le modèle français, donc, évolue tout doucement parce qu'on a cet attachement-là culturel. Par contre, il faut lire au travers des lignes, même si on ne le voit pas encore très fortement dans certaines fluctuations de consommation, que certes, on a des lignes de force parce qu'on a un modèle qui, historiquement, a été très construit sur la complémentarité végétale-animale, mais que toutes les critiques qui émanent sur nos filières, on va dire, sur les filières animales, peut tout de même impacter ce modèle sur le long terme. L'ancrage culturel ne sera pas suffisant, l'ancrage culturel n'explique pas tout. Par contre, ce qu'il faut retenir, et peut-être juste un écho à ce que j'ai dit en entrée, pour ne pas être totalement dans une vision extrêmement pessimiste de l'évolution de la société, et parce que cette vision n'est pas vraie aujourd'hui, il y a une vraie prise, il y a une demande de prise en compte par la société et par cette population générale de leurs attentes, et ces attentes aujourd'hui, elles se conjuguent vraiment en termes d'éthique et de valeurs. Et toutes les questions de responsabilité, de justice, qu'elles soient sociales, qu'elles soient juste rémunération, etc., sont de plus en plus fortes. Donc on voit quand même une société qui a beaucoup bougé et qui est encore en train de bouger sur ces questions-là. Et ces points-là, ces questions éthiques vont encore sans doute impacter la consommation et l'évolution de la consommation, notamment du lait et des produits laitiers à l'avenir. Merci Véronique et Noël. Grand merci, restez avec nous. On va prendre 2 ou 3 questions, même si on a dépassé un peu l'horaire, mais c'est important si vous avez une remarque ou une question. Je sais qu'elles ont été très précises. Voilà. Bonjour, Thierry Martin, Fromagerie Miret. Merci pour cette présentation. Est-ce que vous avez analysé plus en détail la filière laitière entre les différents segments de marché que sont le fromage, l'ultra frais, le lait de consommation? Et est-ce que du coup, les résultats sont homogènes? C'est ma première question. Et ma deuxième question, vous parlez peu de l'alimentation animale avec OGM. Est-ce un vrai sujet? Ou comme on l'a vu là, est-ce que c'est un sujet plutôt de second plan? Alors, je vais répondre. Vous m'entendez? Oui. Je vais répondre à la première partie. On l'a vu à travers certains résultats qu'a présenté Véronique tout à l'heure. Vous voyez que les questions qui se posent sur les produits laitiers ne sont pas les questions qui se posent sur le lait. Évidemment, on a des questions qui sont différentes. On a un produit fromage, par exemple, qui est très protégé, sur lequel la dimension plaisir est extrêmement forte et les questions sont moins prégnantes. Sur le lait, par contre, on se pose plus de questions et le lien au mode de production sont forts sur le lait, voire sur le yaourt, où les questions se posent. Mais pour chaque produit, on a des questions particulières. Sur le yaourt, on a des questions sur la transformation, sur la composition. Sur le lait, on a des questions sur les bénéfices et les questions de la santé, mais les questions de mode de production. Sur le fromage, on a assez peu de questions, mais on a des questions sur la richesse, par exemple, la richesse du produit, sur les questions nutritionnelles. Donc c'est compliqué. Là, on a fait un résumé, mais on a ces données et on a des baromètres d'images par catégorie où on voit les problématiques différenciées. Sur l'alimentation OGM. Alors, là, je réponds pour la population générale et consommateur. Je ne réponds pas pour les parties prenantes parce que sur ce sujet-là, c'est extrêmement différent. Aujourd'hui, la question OGM n'est pas une question pour les consommateurs. Elle apparaît en toute queue de peloton de leurs inquiétudes. Ils ont par contre des interrogations sur l'alimentation des vaches. Ça fait partie de leurs questions quand on parle de... On a dit tout à l'heure, c'est Noël qui l'a dit, je crois, que sur le bien-être animal, c'était surtout les conditions de vie et l'alimentation des animaux. Donc ils ont des questions sur l'alimentation des animaux, mais alimentation pas tellement sous le prisme OGM. À la limite, plus la question de la déforestation les inquiéterait peut-être plus que la question OGM sur l'alimentation des animaux. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce fut le cas.
dans le baromètre inquiétude, il y a des données de 2013 qui montrent que les OGM étaient un sujet qui émergeait assez fortement, etc. En 2016, il était toujours présent, mais faiblement. Enfin, ça a toujours été quand même à un niveau assez faible. Mais aujourd'hui, le pourcentage d'inquiétude exprimé sur ces sujets-là, dans nos baromètres et dans nos études, est tellement bas que quand on prend les principaux facteurs, il n'émerge pas. C'est pas une préoccupation. Les OGM ne sont pas une préoccupation en population générale. Elles restent une préoccupation, bien évidemment, des ONG, des parties prenantes, etc. Mais c'est pas la question. Non, c'est pas une question extrêmement prégnante chez les consommateurs. Merci. Il y a une question là. On arrive. Oui, bonjour, Marjorie Saubus de la Société Christian Hansen. J'ai une question par rapport aux 30% des jeunes que l'on voit en tant que pessimistes. Est-ce que ça peut venir des informations, la source d'informations qu'ils ont, la façon de s'informer est peut-être différente de celle des autres générations? Est-ce que c'est lié à ça? Et si oui, dans ce cas-là, comment est-ce qu'on peut changer la balance? Alors, j'ai fait très vite et du coup, j'ai dû faire un raccourci dont je m'excuse. C'est pas 30% des jeunes, c'est 30% de la population, enfin, de notre échantillon représentatif de la population française qui s'est exprimé et qui s'est défini comme ça. Et dans cette catégorie, effectivement, les jeunes sont relativement représentés. Oui. C'est pas 30%, excusez-moi. Parce que du coup, 30% des jeunes, effectivement, là, ça pose d'autres questions. Je ne peux pas répondre si les jeunes sont, si on va dire les 16-25 ans aujourd'hui sont, s'il y a plus de pessimisme du fait de leur source d'information, je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre. Ce que l'on voit, c'est que c'est quand même une génération qui est sans doute bien plus informée que les précédentes. Donc, est-ce que ce pessimisme est une réaction justement au niveau une réaction réaliste à un niveau d'information ou une réaction à un type d'information qui est déjà pessimiste à la base? Je ne sais pas. En tout cas, c'est pas 30% des jeunes. Il y a une forte surreprésentation des jeunes dans cette catégorie, mais il n'y a pas 30% des jeunes. Je pourrais d'ailleurs communiquer les données, mais c'est pas voilà. Bonjour, Grégoire Lincé de la fromagerie Lincé. Moi, j'avais une question par rapport à ce que monsieur disait sur les OGM, sur tous ces sujets qui sont parfois un peu sous-représentés dans vos échantillons. Est-ce que vous êtes capable de mesurer ce qui est considéré comme de l'acquis? C'est-à-dire que sur le bien-être animal, sur le non-OGM, enfin sur l'OGM, etc., je pense qu'il y a beaucoup de Français qui pensent qu'on ne donne pas d'alimentation OGM. Donc la préoccupation, forcément, ne ressort pas. Et sur le bien-être animal, c'est pareil. Sur la sortie des animaux, c'est pareil. Est-ce que vous êtes capable de mesurer ça? Alors je peux tenter une première explication, je te laisserai compléter. C'est vrai que dans les résultats, on voit bien une très grande ignorance des Français. Ils ne connaissent pas la réalité de la ferme laitière, ils ne connaissent pas la réalité de ce qu'est l'alimentation des animaux, ils ne connaissent pas la réalité des conditions de vie des animaux, ils ne savent pas ce qu'est une ferme laitière. Quand on leur demande la taille d'une ferme laitière, c'est 100 vaches, ça peut aller jusqu'à 150 sans les inquiéter. Donc on est au-delà du seuil de la réalité. Donc finalement, c'est vrai, n'ayant pas de connaissances, ces sujets-là ne les effleurent pas, cette question de la nourriture. Donc, la composition d'une ration, mais c'est tellement loin de la connaissance des Français, sauf d'un certain pourcentage, peut-être 10%, qui sont plus attentifs et plus alertes sur ces questions. Voilà ce que je peux dire à mon niveau. Alors, déjà, ce qui est compliqué, c'est que je ne suis pas certaine qu'il y ait de l'acquis. C'est-à-dire que je pense que les données qu'on me présente, elles sont toujours en évolution. Il y a des constantes, mais on voit des signaux faibles émerger. Par exemple, la question de l'industrialisation et des rapports dans la filière et des questions de transformation. En 2013 et 2016, on avait alerté en disant « Attention, c'est des signaux faibles, ils vont monter ». Là, aujourd'hui, on les voit assez haut dans les inquiétudes. Donc déjà, il n'y a pas d'acquis, ça fluctue beaucoup. Sur la question de la connaissance, tu as parlé des rations. J'ai une anecdote avec mes collègues du pôle Affaires publiques et institutionnelles du CNIEL. Il y a 3-4 ans, on est allé en visite de ferme chez un éleveur près du Mans.
avec non pas des consommateurs lambda, mais avec des journalistes, avec quelques journalistes extrêmement qualifiés, qui connaissaient plutôt bien et qui étaient des journalistes sur les questions environnementales. Journal de l'environnement, etc. Et paradoxalement, y compris chez eux, il y avait une représentation de la ration, et chez eux c'était une représentation, la part d'OGM dans la ration animale, qui était totalement surdimensionnée par rapport à la réalité. En plus, nous étions chez un éleveur qui est absolument fabuleux et qui avait fait quelque chose, personne ne lui avait demandé, il avait fait quelque chose d'incroyable. Il avait aligné des seaux dans son étable. Le nombre de seaux correspondait à la ration journalière d'une vache, et il avait rempli chaque seau de ce qu'il lui donnait. Donc il y avait un nombre de seaux d'eau, il y avait et tous les seaux comme ça. Et il y avait un seau, et il avait mis le sac à côté, il savait qui était là, hein, il savait que c'était des journalistes plutôt très critiques, et il avait mis à côté du seau l'aliment sur lequel était mentionnée la présence d'OGM très clairement. Et en fait, ce qui nous avait marqué à l'époque, c'est que les journalistes qui étaient là, on regardait ça, étaient très contents parce qu'en fait, ils avaient une représentation immédiate de la ration. Et ils ont dit « Ah, mais c'est que ça ?» Et en fait, ils imaginaient que, et pourtant c'était des gens très qualifiés, c'est-à-dire avec un niveau d'information bien supérieur aux communs des mortels qui ne côtoient pas des éleveurs tous les jours. Et en fait, même eux avaient une surreprésentation de la part, entre guillemets, OGM dans l'alimentation animale. Donc en fait, c'est extrêmement compliqué de savoir ce que pense la population générale là-dessus. Déjà, il y a un niveau de méconnaissance qui est très, très, très fort. Merci. Une dernière question. Donc, je ne vois pas de main se lever, donc vous pouvez... on va prendre une pause. Voilà. On a dépassé nos horaires. Je vous demanderai d'arriver à 10h50 dans la salle. On s'est pris un temps. Pire que c'est déjà 10h50. Alors, on va dire... Non, 11h, c'est 11h05. 11h05, on reprendra sûrement. 11h10. Mais 11h05 ici, quand même. Le café est au premier étage.